Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue. Les individus ont des images rigides et du monde environnant et des images aussi stéréotypes qui se superposeraient à la réalité et permettraient d'éviter un traitement approfondi des informations du monde environnant. C'est Liebman qui le dit. Afrique Média se donne donc le devoir, chaque dimanche, par Afrique Horizon, de commenter en brisant ses barrières, en brisant ses frontières, les informations et les actualités africaines, mais aussi du monde. Bienvenue ce dimanche, c'est le deuxième horizon d'Afrique Horizon qui s'ouvre. Et la première porte ou la première fenêtre de cette émission, ce sera ce dont est fait cette émission, à savoir le menu et les invités. C'est tout de suite avec Victorine Beguel. Depuis l'investiture de François Hollande le 15 mai dernier à la tête de la République française, on se demandait qui des 53 chefs d'État africains allait être reçu en premier à l'Élysée. Le mythe a donc été brisé ce mardi 29 mai. C'est avec deux casquettes bien visées sur sa tête que Boni Yayi a rencontré François Hollande, celle de président du Bénin tout d'abord. Principal dossier abordé était celui de la piraterie le long des côtes du golfe de Guinée. Et puis, en tant que président en exercice de l'Union africaine, pour les dossiers France-Afrique et Europe-Afrique. Et là, les sujets de préoccupation n'ont pas manqué, la crise alimentaire et la pauvreté, sujet fort du dernier G8. Autre dossier brûlant, la partition du Mali et le risque d'une talibalisation du Nord. Bref, plusieurs sujets ont meublé cette visite, passée comme un non-événement aux yeux de nombreux Français. Pourtant, en Afrique, cette visite suscite de nombreuses interrogations, se résumant sur les relations franco-africaines, les relations entre l'ancienne puissance tutrice et ses anciennes colonies d'Afrique épouseront toujours un tour particulier. Ce sujet s'invite à notre débat. La 47e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement s'est tenue du 28 mai au 1er juin dernier à Arusha, capitale de la Tanzanie, sous le thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial, défis et opportunités ». Une assemblée qui se termine sur une note d'optimisme mesuré. Les gouverneurs qui saluent le rôle de la banque dans le développement de l'Afrique, mais surtout leur soutien à l'UA et à la CEDEAO concernant la suppression du Mali et de la Guinée de ces deux instances. Autre décision prise au cours de cette assemblée, le retour probable de la banque en Côte d'Ivoire. Des résolutions que nos panélistes invités sur le plateau nous aideront à mieux cerner. Autre actualité inscrite au menu de ce débat, le limogeage du président de la Cour suprême de Mauritanie. Un décret de la présidence qui suscite de la polémique. Ce haut magistrat a été démis de ses fonctions et nommé ambassadeur au Yémen alors que son mandat n'était pas terminé. Un acte de contradiction avec les textes. En effet, la loi précise que le président de la Cour suprême ne peut être suspendu ou démis de ses fonctions que dans un certain nombre de cas précis et restreints, à sa demande, pour cause d'incapacité physique, entre autres. D'ailleurs, de nombreuses voix se sont soulevées cette semaine pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Restons en justice pour signaler que la Côte d'Ivoire a fait parler d'elle cette semaine, avec le début des auditions des proches de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est finalement 48 heures après la date prévue d'une quinzaine de proches de l'ancien chef d'État ivoirien vont commencer. C'est le président du FPI qui a donc ouvert le bal ce jeudi 31, détenu dans la prison de Bouma depuis près de 13 mois, alors que tous ses autres co-détenus avaient obtenu la liberté provisoire en novembre dernier. Quant à l'ancien président Laurent Gbagbo, son audition s'est plutôt déroulée vendredi. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. Un dossier très sensible. Et pour en débattre, 3 panélistes sont sur ce plateau. Dr Bob Ngamwe, promoteur de l'institution de management ISMA au Cameroun à Douala. Il est docteur en sciences de gestion spécialisée marketing de l'Université de Rennes depuis 1984, auteur de plusieurs articles scientifiques et de marketing, entre autres, La guerre des bières, déposée à la centrale des cadres de Aigues-Montréal.
Il est aussi l'auteur de l'Anti-Marketing, livre de 210 pages, publié aux éditions Publibook le 15 juin 2009. Jean Titalon, Happy, sera aussi des nôtres. Maître de conférence, il officie à l'Université de Poitiers, précisément à l'institution des administrations des entreprises de cette université. Et enfin, nous aurons Hervé Emmanuel Combe, banquier de profession et homme politique au Cameroun. Il milite dans le parti au pouvoir, le RDPC. Bon débat à tous et à dimanche prochain. Et voilà le menu qui a été présenté, les invités. Mais l'invité de la dernière heure sur Afrique Horizon de ce dimanche, deuxième horizon, Gilles Njaoué, bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes invité de la dernière heure, c'est pour ça que vous n'êtes pas sorti là. Merci et bienvenue. Vous êtes le président du Codex. La Coalition des médias pour la paix. Coalition des médias pour la paix. Alors, cela me permet de vous accueillir chacun sur ce plateau. Hervé Emmanuel Nkom, bonjour. Bonjour, Robert. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir d'être sur votre plateau. Merci. Et on va commenter l'actualité, en débattre tout à l'heure. On reprécise que vous êtes banquier et homme politique au Cameroun. Homme politique, je suis militant du RDPC, membre du comité central. C'est pas une maladie honteuse. En tout cas, vous êtes notre invité. Merci. C'est gré de venir ici pour le commentaire, le débat de l'actualité sur la chaîne panafricaine Afrique Média. À l'autre extrême, c'est pas des extrêmes gauche ou des extrêmes droite, c'est juste l'extrême du plateau. Docteur Bob Ngamoué, bonjour. Bonjour Hubert. On vous a très bien présenté là. Vous êtes promoteur dans l'enseignement et puis vous écrivez. Vous avez aussi une plume. Je suis un enseignant. Un enseignant. Un vieil enseignant, 26 ans. Merci d'être venu. Alors, à côté de vous, docteur Jean-Paul Titalon, vous êtes maître de conférence. Oui, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers et j'enseigne plus spécifiquement à l'Institut d'administration des entreprises. Et mon séjour au Cameroun s'effectue dans le cadre d'un partenariat que nous avons monté il y a 2 ans avec l'Institut supérieur de management. Très bien. Merci bien. Vous êtes donc sur la chaîne panafricaine qui, elle, en réalité, fait avec tous les 54 pays d'Afrique. C'est-à-dire l'information, c'est pour l'Afrique et naturellement pour le monde. Madame, monsieur, la deuxième fenêtre de cette émission, c'est la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les kiosques cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pu lire? Juste une synthèse, c'est avec Muammar Bachir. Écrire est une façon de parler sans être interrompu, Jules Renard. Et c'est dans cette optique que nos amis de la presse ont choisi de transmettre l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue à Afrique Presse, édition d'Afrique Horizon sur les antennes d'Afrique Média. Commençons ce voyage de la presse par les Comores, où Al-Watouane, le premier journal des Comores, a fait la une cette semaine par les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. L'Afrique se porte mieux qu'on ne le croit, souligne le journal. Al-Watouane rapporte que les assemblées de la Banque africaine de développement qui se sont tenues à Arusha en Tanzanie le 28 mai sous le thème l'Afrique et le nouveau passage mondial, défis et opportunités. Ces assemblées donc se sont achevées vendredi et Al-Watouane nous révèle tous les détails. Remontons en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire où Fraternité Matin fait la une en ces termes. C'est décidé. Le journal indique que le retour imminent de la BAD à Abidjan est décidé. C'est ce qui en ressort des assemblées d'Arusha et dès son arrivée, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a déclaré que plus rien n'empêche le retour de la BAD à Abidjan. C'est à lire dans les colonnes de Fraternité Matin. Le Nouveau Réveil, pour sa part, dit que rien n'a changé selon Ouattara dans les relations franco-ivoiriennes de son retour d'Arusha.
Le chef de l'État ivoirien affirme dans les colonnes du Nouveau Réveil que François Hollande lui avait donné toutes les assurances. Toujours en Côte d'Ivoire, l'affaire Big Togo a refait surface dans les colonnes de Fraternité Matin. À la une, Big Togo limogé et entendu par la justice. Le procureur de la République donne des éclairages dans les colonnes de Fraternité Matin et explique si oui ou non le ministre démissionnaire avait le droit de saisir la justice. Foudroyant, c'est ainsi que le patriote qualifie l'acte d'accusation de Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, contre Laurent Koudou-Gbagbo, l'ancien chef de l'État ivoirien. Le journal rapporte que selon la CPI, sur ordre de Gbagbo, des milliers de civils ont été tués. Plus de 35 femmes violées, près de 200 personnes brûlées vives, 520 personnes arrêtées et torturées entre le 28 novembre 2010 et le 8 mai 2011. La liste est encore bien plus longue, mais vous pourrez lire dans les colonnes du Patriote. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin, où la Nouvelle Tribune fait la une par le show solitaire de Boni Yayi. Le journal rapporte dans les détails la visite officielle du président béninois en France, une visite qui, selon la Nouvelle Tribune, a connu un grand succès avec à la clé un accueil des grands jours à l'Élysée. La coopération Union africaine-France était donc sur la table et les clauses de cet entretien sont à lire dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. Au Sénégal, Wade se défoule sur le régime de Macky Sall, c'était à la une de Sud Quotidien. Le journal a indiqué que l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade n'a pas fait dans les détails en conférence de presse vendredi dernier pour se défendre des accusations de détournement de fonds et des biens publics portés contre son régime. Le journal souligne que tout en ménageant le président Macky Sall, il a taclé Aminata Tall et ne s'est pas privé d'attaquer Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Les détails sont à lire dans les colonnes de Sud Quotidien. Faisons escale au Mali, où le quotidien L'Essor, le quotidien national d'information, revient sur l'agression contre Dioncounda Traoré. Le journal indique que plusieurs personnalités ont été interpellées, parmi lesquelles figurent une trentaine de militaires et une dizaine de responsables de la COPAM. Les auteurs risquent la peine capitale si la préméditation est établie, c'est ce que souligne le quotidien national d'information L'Essor. En Afrique centrale, le groupe L'Avenir du Congo-Kinshasa fait la une par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le journal indique qu'Alexandre Louba, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et puis le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, ont été interpellés par les députés. Les deux ministres se sont donc expliqués sur l'insécurité qui prévaut à Fizi, dans le sud de Kivu, et surtout sur le rapport confidentiel de l'ONU qui pointe du doigt le Rwanda qui aurait renforcé les mutins du M23, le mouvement du 23 mars. C'est à lire dans les colonnes du groupe L'Avenir. Le FA, quant à lui, met à la une les révélations de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, sur le CNDP et le M23. Silence inquiétant du gouvernement, titre le journal. Le journal souligne que si Kigali, la capitale rwandaise, se trouve dans la tourmente, Kinshasa donne l'impression d'avoir perdu ses repères. Le FA rappelle que le rapport confidentiel de l'ONU faisant état de la présence des militaires rwandais dans les rangs de mutins a provoqué un véritable tsunami dans l'opinion. Rien ne sera plus comme avant, écrit le phare. Dans la quasi-unanimité, les quotidiens camerounais ont écrit sur l'opération Épervier cette semaine. Illustration avec le détective qui parle d'une descente aux enfers. Le journal écrit à la une Marafa Hamidou Yaya ou les élucubrations d'un ambitieux aux abois. Le journal parle bien sûr du talent d'écrivain que les Camerounais ont découvert en Monsieur Marafa. Mutation, quant à lui, rapporte sur la même affaire les séminaires du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour riposter aux lettres de Marafa. Le secrétaire général du parti au pouvoir déploie dans les colonnes de mutation des personnalités en prélude à l'organisation des conférences dans les 10 régions du pays ce samedi.
Le journal souligne d'ailleurs que le RDPC, le parti au pouvoir, demande à ses cadres de réagir aux lettres de l'ancien ministre d'État. Le tri-hebdomadaire Dicalo, pour sa part, souligne les dessous stratégiques d'un transfèrement au CED. Il s'agit bien sûr du transfèrement de Marafa Hamidou Yaya, de Polycarpe Abba Abba et de Yves-Michel Fotso. Le journal indique que les autorités camerounaises prennent très au sérieux les événements qui entourent le séjour de ces prisonniers. Mutation dans la même affaire, titre, la CBC, Commercial Bank of Cameroon, réclame plus de 2 milliards de francs CFA à Franck Biya, le fils du chef de l'État. Le journal rapporte que selon les avocats de Yves-Michel Fotso, la COBAC et l'administrateur provisoire de la banque camouflent cette créance. L'argent a été prêté selon mutation à l'une des entreprises forestières appartenant au fils du chef de l'État. Il s'appelle donc Franck Biya. Le bi-hebdomadaire La Météo, pour sa part, donne les dernières nouvelles en images de l'Albatros. Le journal rapporte que l'avion présidentiel a été retrouvé à Djibouti. La Météo, par son téléphone rouge, ressort donc la traçabilité de cet aéronef qui met les hautes personnalités camerounaises en prison. Toujours en Afrique centrale, suivons cette fois-ci le président gabonais Ali Bongo qui s'est rendu au Congo-Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville n'ont d'ailleurs pas fermé les yeux sur cette visite officielle, puisqu'en compagnie de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ils se sont rendus à Mpila pour visiter les lieux du sinistre. Le journal parle bien sûr de la tragédie de Mpila qui a eu lieu en mars dernier. Le président gabonais a tenu à voir de ses propres yeux la vie post-explosion, et c'était dans les colonnes des dépêches de Brazzaville. Quittons le continent africain pour la France. La France, où le Figaro rapporte que Hollande annonce des hausses d'impôts cet été. Le journal souligne qu'au cours de sa première interview télévisée depuis son élection, le président français François Hollande a expliqué qu'il chercherait un équilibre entre ses promesses électorales et les contraintes budgétaires de la France. Et puisque nous parlons des contraintes électorales, Bruxelles, cette semaine, a mis en garde Hollande à la une du Figaro. Le journal rapporte que la Commission européenne s'inquiète des promesses de campagne du chef de l'État français. Elle appelle à des mesures rapides, solides et concrètes pour amener le déficit public de la France à 3% du PIB l'an prochain. Lisez également le scandale au Vatican et la contre-attaque de Benoît XVI, toujours dans les colonnes du Figaro. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là la titraille de la presse africaine pour cette semaine. Nous vous laissons à présent en compagnie de nos experts pour le décryptage. Bonjour donc une fois de plus et bienvenue. S'ouvre donc le débat après cette revue de presse. On ne va pas faire le commentaire de cette revue de presse, on va tout simplement ouvrir la première étape du débat. Il s'agit du procès de Laurent Gbagbo. En principe, l'information, le procureur de la Cour pénale internationale a donné une conférence de presse hier en Côte d'Ivoire. Selon Luis Moreno Ocampo, Laurent Gbagbo est soupçonné et accusé de violations ou alors de crimes graves sur les tueries post-électorales. C'est avec cela qu'on commence ces débats. Docteur Bob Ngamoué ou alors Hervé Emmanuel Nkom, cette actualité, elle est assez surprenante parce que en même temps en Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo s'est réuni au cours de la semaine dans un comité central pour clamer que Laurent Gbagbo devrait tout simplement être relaxé simplement et purement. Oui, non mais dans les affaires judiciaires, le point de vue des partis sont pour les relativiser. Monsieur Ocampo, qui est un magistrat sortant, puisqu'il quitte son poste à la Cour pénale internationale, n'est presque plus dans cette affaire. Donc, en faisant une conférence de presse de ce quoi Abidjan fait dans l'agitation et la propagande, la promotion de ses erreurs, puisque si je peux parler... Vous parlez des erreurs Des erreurs, voire même des fautes. Si vous prenez l'affaire Taylor, moi je ne peux pas être réputé être un type qui fréquente
Taylor. En tout cas, pour aller dans votre sens, Taylor a été condamné. Sans la moindre preuve des inculpations. 50 ans de prison. Non, le montant, le tarif de la condamnation est secondaire dans cette affaire. C'est la morale même, le principe. Comment on condamne... Quand vous parlez de morale, vous voulez parler de quoi, Hervé? Monsieur Toundé, dans les affaires judiciaires, je crois que j'en ai une expertise, oui. Quand on condamne quelqu'un, il faut donner les bases matérielles de la condamnation. On ne condamne pas quelqu'un comme ça, c'est pas de la sorcellerie. Et dans cette affaire, M. Ocampo est plus un magicien qu'un magistrat, c'est-à-dire qu'il veut gérer les affaires politiques avec l'instrument judiciaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais pour revenir donc à Laurent Gbagbo, nous attendons que les différentes parties apportent la matérialité de ce qui lui est reproché. C'est-à-dire que quand on dit que Laurent Gbagbo post-électoral, on peut l'impliquer dans cette affaire, mais il faudra impliquer tous ceux qui ont aussi ordonné le bombardement du palais dans lequel il était, où il y a eu des victimes. Il faut impliquer ceux qui ont ordonné le massacre des populations chrétiennes de Dourkou et de l'Est de la Côte d'Ivoire. La bataille ne fait que commencer, et je crois que c'est trop prématuré actuellement de dire ceci ou cela. Moi, j'ai confiance à la valeur du dossier de Laurent Gbagbo dans la mesure où je mets aussi... Vous ne craignez pas que la variable politique va jouer parce que... D'abord, les choses ont changé parce que ceux qui faisaient, les partis qui faisaient beaucoup d'activisme pour des raisons d'intérêt matériel, économique et politique dans cette affaire, l'une de ces partis est sérieusement mutilée, à savoir Nicolas Sarkozy pour la France, qui était en fait le procureur invisible dans cette affaire. Donc je crois que la sérénité et puis l'équilibre va être rétabli avec d'abord le départ d'Ocampo, qui était plus un activiste qu'un magistrat international, l'arrivée de Bensouda, qui va atténuer les choses. Elle a une expertise, d'abord elle est du continent, ça aura un visage un peu plus équilibré. Et deuxièmement, on a en France maintenant un nouveau pouvoir qui est un pouvoir normal. On va en parler tout à l'heure. Voilà, moi, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, que je salue d'ailleurs, il a eu son anniversaire vendredi. Je pense que il faut reconstruire la paix en Côte d'Ivoire, et la reconstruction de la paix en Côte d'Ivoire, c'est de renoncer à tous les excès, les mensonges, la manipulation qui consistait à nous montrer des images qui n'existaient que dans la tête de certains et à cacher celles que les Africains ont besoin de voir, parce que c'est de l'Afrique qu'il s'agit dans cette affaire. Tout à fait. D'ailleurs, le parti de Laurent Gbagbo clame la vision de Laurent Gbagbo qui est celle de la souveraineté des États africains ou des peuples d'Afrique et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alors, Jinjaoué, une bataille judiciaire et politique pratiquement à la Cour pénale internationale avec ce dossier de Laurent Gbagbo. Oui, une bataille beaucoup plus politique parce que j'aimerais aussi qu'on aille en ce moment en Côte d'Ivoire interpeller sur les tueries qui se font en ce moment même. Pas plus tard qu'il y a moins de 48 heures, des gens sont morts dans le centre, assassinés par des milices. Les milices pro-Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est les milices qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, on ne voit plus. Les médias français sont où? France 24 est où? Ils ont disparu parce que leur support a pris le pouvoir. Alors, vous pensez qu'il y a une lutte dans ce que disait Hervé Emmanuel comme tout à l'heure, ce d'ailleurs que le FPI rappelle, c'est-à-dire il y a pratiquement des deux internationales socialistes et l'internationale de droite qui sont pratiquement au coude à coude dans cette affaire. Oui, c'est vrai qu'il y a une véritable bataille politique française qui s'est déportée sur le terrain africain. Mais la vérité aussi, c'est que d'une part comme de l'autre, chacun veut contrôler. Chacun veut contrôler. J'épouse les idéaux de la gauche, mais je ne suis pas sûr. Peut-être la gauche va faire moins de frasques. Je ne suis pas sûr que la gauche fera mieux. Peut-être, monsieur, comme ici, dans le sens des intérêts de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire. On va revenir à Hervé Emmanuel comme tout à l'heure. Docteur Jean-Paul Titalom, vous êtes maître de conférence et pratiquement sur la place du monde. Vous avez beaucoup de choses à dire. Laurent Gbagbo, on peut le relaxer purement et simplement comme son parti est en train de l'exiger en Côte d'Ivoire sous la lettre du doigt. D'ailleurs, son avocat, maître Emmanuel, en a fait état. Je pense pour commencer, je rejoins le point de vue de mes deux collègues de plateau sur le fait que le procès de Laurent Gbagbo est un procès politique.
Donc c'est pas un dossier sur lequel j'ai beaucoup d'éléments, dont je m'informe comme tout citoyen via Internet. On n'a pas les éléments profonds du dossier, en tout cas en ce qui me concerne. Toutefois, j'ai un avis là-dessus, sur la chose, c'est de constater que le procureur Luis Moreno Ocampo s'est lié d'amitié avec certaines parties prenantes du dossier. C'est particulièrement l'ancien président Sarkozy et le président Ouattara. Comment se fait-il qu'un procureur qui est encore en charge du dossier, même s'il va le transmettre ensuite à comment ça s'appelle, Fatou Bensouda, donc est en charge d'un dossier dans lequel certaines personnalités du régime actuel au pouvoir sont inculpés et contre lesquels il y a des mandats d'arrêt internationaux. Je prends le cas du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des chefs de guerre qui sont actuellement membres de la garde rapprochée de Ouattara. Il va en Côte d'Ivoire, il est reçu par le président Ouattara, les émissions passent à la télé, il rigole, il se tapote. Je me dis, il y a un problème, cette situation décrédibilise complètement la Cour pénale internationale, qui est une cour qui, à mon sens, a été mise en place par les démocraties occidentales pour un tout petit peu ternir l'image de l'Afrique. Là, c'est mon point de vue. Est-ce que vous pensez qu'une Africaine, une Gambienne de surcroît, Fatou Bensouda, elle ne peut pas renverser la balance, c'est-à-dire remettre l'équilibre du droit et orienter le procès dans les normes vraiment judiciaires? Je pense que c'est ce qu'elle devrait faire. C'est ce qu'elle devrait faire en toute autonomie, en toute indépendance, en se disant que s'il y a une ingérence étrangère dans le dossier, elle n'aura peut-être qu'à proposer sa démission. À ce moment-là, elle mettra en lumière le caractère très politique de toutes ces procédures, de tous ces procès qui se passent à La Haye. À vous entendre, vous êtes en train de dire que tous les coacteurs de ces tueries post-électorales et massacres doivent être poursuivis, entendus. Bien entendu. Bien entendu, puisque avant qu'on arrête le président Laurent Gbagbo, il y avait des organisations internationales qui ont fait des descentes sur le terrain et qui ont constaté pour ce qui est, parce qu'aujourd'hui on parle de 3000 morts, mais dans les 3000 morts, si ces 3000 morts existent effectivement, il y a 800 qui ont été effectivement, je pense, au moins effectivement recensés dans la zone de Douéké et qui ont été assassinés par les rebelles du Nord. Et ces rebelles du Nord, actuellement, ce sont eux qui sont la cheville ouvrière de l'armée sénégalaise, l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne. Donc, il y a un problème quelque part sur lequel nous, Africains, devons nous l'approprier et un tout petit peu dire stop. Je parle en tant que citoyen, mais je pense que les autorités qui nous gouvernent devront essayer d'affirmer leur vision et leur vision sur ces dossiers-là. En tout cas, on revient à vous tout à l'heure. On va quitter peut-être ce dossier avec Dr Bob Ngamoué. Dr Bob Ngamoué, vous êtes un enseignant, vous êtes un promoteur d'entreprise. Quand même, cette situation de la Côte d'Ivoire, on venait de le dire tout à l'heure, il y a quelque part une instabilité, c'est les milices qui continuent de gouverner le pays et le parti de Laurent Gbagbo et les proches de Laurent Gbagbo sont en train de revendiquer une réconciliation qui risque de ne pas se faire si le procès est truqué comme cela se fait entendre. Écoutez, monsieur Hubert Etondi, moi je suis très ému quand on soulève sur un plateau de télé la situation en Côte d'Ivoire, le cas Barbeau, et puis une situation qui impliquait pratiquement tous les Africains. C'est-à-dire voir à base de manipulation comment on peut réduire des gens en monstres aux œufs volus et réduire des gens, comment on peut appeler cela honnêtement, des contremaîtres agricoles, comme on dit, en chantre de la démocratie. Et je pense que la situation de la Côte d'Ivoire a permis, même aux ignorants en Afrique, d'apprendre quelque chose de la géopolitique et la géostratégie mondiale. On en a beaucoup appris. Pourquoi certains pays sont demeurés durant tant de décennies toujours pauvres, ayant toutes les intelligences du monde, faisant les meilleures études au monde, et chez eux, leur pays ne fait que régresser, pendant que d'autres pays progressent. Grâce à la Côte d'Ivoire, on a lu l'histoire, tout Africain a lu sa propre histoire. Et je dis, ce sujet restera pour nous pour longtemps.
un moment extraordinaire dans la prise de conscience. Les autres histoires étaient trop relevées du passé pour qu'un Africain comprenne pourquoi rien de bon ne se passe chez lui. Grâce à Barbeau, on a commencé à comprendre certaines données. Alors, l'issue de ce projet, c'est la lutte entre l'international, qu'on peut dire socialiste ou de gauche, l'international de droite. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'international socialiste, qui en réalité se réjouit de la cession à la magistrature en France de François Hollande, est-ce qu'on peut vraiment compter avec cet international socialiste, avec l'appui de François Hollande dans cette affaire? Non, je ne suis pas rêveur, et puis à mon âge, Hervé, Jean-Paul, nous sommes les produits de l'école française, et je dis vraiment des produits. Et nous connaissons bien les données des grandes puissances. La France en fait partie, bon, le veuille ou non. Et je dis, nous avons dansé sur les grandes places françaises à l'avènement de François Mitterrand il y a quelques années. Mais je ne pense pas que quelqu'un ait fait plus de mal encore à cette Afrique plus que Mitterrand. Donc, je pense que l'heure du rêve est dépassée et il faut qu'on revienne à la base du développement de nos pays en les aimant beaucoup mieux, en ne nous mirant pas aux yeux toujours de l'étranger, c'est-à-dire en pensant notre devenir entre nous. Alors, entre nous, on va sortir de ce sujet avec cette pointe assez sérieuse du devenir de l'Afrique. Emmanuel Combe. Moi, je suis heureux de ce que j'ai entendu par des gens qui sont très représentatifs de l'intelligence africaine et même des affaires. Je pense que dans cette affaire, il faut s'éloigner des stéréotypes genre international socialiste. L'international socialiste a souvent comporté des politiques qui n'obéissent qu'aux intérêts des pays concernés. Et l'international conservateur, non, je crois que là, il y avait simplement une action d'un groupe qui voulait mettre la main sur les richesses d'un pays, le pétrole, le diamant. Comment vous pouvez expliquer, par exemple, qu'un pays où il n'y a pas un seul pied de cacao exporte le cacao pendant que son voisin est en guerre? Ça veut dire que personne n'est impliqué devant la Cour internationale de justice. Vous avez des pays voisins de la Côte d'Ivoire qui exportaient des produits pillés par les bandes armées du Nord et qui sont devenus exportateurs de cacao alors qu'il n'y a pas un pied de café là-bas, exportateurs de diamants, et tout cela n'est pas pris en compte. Je fais aussi une digression, je crois que ce n'est pas inutile. Bemba, par exemple. Bemba est actuellement privé de liberté depuis des années, on ne nous explique pas pourquoi. On ne nous explique pas pourquoi, et je crois qu'il ne faut pas jouer non plus le rôle de Campo, ce n'est qu'un procureur. Il est dans son rôle, sauf que maintenant c'est un politicien, et il est plus, il fait dans le people, il va dans les palais nationaux, mais ce n'est qu'un procureur. Il y a des présidents, il y a des magistrats du siège, qui ont lancé le Rwandais, le pasteur rwandais, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et Ocampo s'était permis d'acheter par exemple des témoins, de fabriquer des preuves contre quelqu'un qui est reproché. L'Afrique là c'est théâtral. Donc je crois que dans cette affaire pour sortir... Alors attendez Emmanuel Combe, pour sortir, l'Afrique doit faire quoi face à ce genre que je pourrais dire de manipulation Mais le professeur Bocam vient de vous dire tout de suite que l'affaire de la Côte d'Ivoire à quelques jours malheur est bon. Mais c'est le moment de la prise de conscience des Africains pour savoir se prendre eux-mêmes en charge. Et l'Afrique doit faire quoi? C'est de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et de faire en sorte que demain, il y ait une voix de l'Afrique. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye, il y a un lien direct. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est qu'une conséquence de ce qui a commencé en Côte d'Ivoire. Et ça va toucher, je fais dans la mauvaise prédication, ça va toucher le Niger, la Mauritanie, le risque aussi en Algérie. Alors, tout cela fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prendre conscience du fait que d'abord, nous sommes enviés, parce que nous sommes une zone riche. Nous allons avoir plus d'1 milliard 300 millions d'habitants dans l'horizon de 2035-50. Nous serons plus nombreux que les Chinois.
Et nous serons un marché, malgré la constellation de micro-États, nous serons un marché. Et aujourd'hui... Mais il va falloir déjà sortir de ce joug. Les faillites des États, ce qui est contraire aux leçons d'économie que nous on a appris à notre âge, par définition, un État ne faisait pas faillite. Aujourd'hui, les faillites des États ont commencé en Europe, avec la Grèce, demain le Portugal, voire l'Espagne, pourquoi pas un grand. Ça veut donc dire qu'ils vont redevenir des croisés, des Phéniciens pour aller là où il y a la richesse. L'immigration que nous faisons maintenant, où des gens quittent ici pour aller trouver à manger, à boire à manger dans les rues des États, des villes européennes, va être à l'inverse. Les Européens vont faire l'immigration, mais cette fois une immigration de croisés, de voyous, parce qu'ils vont essayer de mettre la main sur des fortunes qui ne se trouvent pas sur leur continent. Alors quand j'ai dit cela, qu'il y a un tableau quand même assez noir... Et si Hervé, vous achevez certainement, mais si la déstabilisation, je dois le dire ici, c'est vous qui le dites, d'ailleurs vous êtes tous d'accord sur ce point-là, si la déstabilisation perdure, avec tous ces réseaux qui pratiquement ténaillent un peu... Non, la déstabilisation ne peut pas perdurer, c'est ce que Bob Kamwe disait tout à l'heure. La leçon de choses qui est faite en Côte d'Ivoire doit nous amener à cesser d'être des mandataires ou des agents de service chargés de mission. La mise en scène qui est en Côte d'Ivoire, c'est carrément un chef d'État qui devient l'instrument de la volonté d'un nos chefs d'État, c'est reste même français, c'est totalement inadmissible. Il faut que nous rentrons dans un monde de partenariat d'égal à égal, dans le respect de nos intérêts. Et je termine en disant ceci, oui. Il n'est pas dans l'intérêt de ce pays, entre guillemets, puissant, de produire de la haine, de la rancune et de la frustration aux populations africaines. Parce que le retour du bâton va être un boomerang ingérable, parce que quand vous traversez, nous qui sommes représentatifs de cette élite, vous avez les peuples. Et les peuples ont une conscience. Et moi, je suis d'un pays, le Cameroun, où j'ai dans mes veines, dans mes gènes, n'est-ce pas, la mémoire des luttes d'indépendance. Nous sommes les enfants de la révolution pour l'indépendance. Donc je crois qu'il est temps que les Français et tous les autres qui veulent la paix dans le monde respectent cela et voir le théâtre de certains chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui vont prendre des décisions à Paris, faire surjouer même mon ami Boni, qu'on voit. C'est un peu un théâtre qui n'est pas dans le sens de la noblesse africaine. Merci à vous, Hervé Manuel-Com. Oui, moi, je voulais quand même ajouter quelque chose. Oui, et nous allons sortir avec vous. Là. Vous savez, l'histoire est têtue. Nelson Mandela avait créé la branche armée de l'ANC, qui s'appelait Inzikwe. Parce qu'il ne parvenait plus à négocier avec le régime des Blancs. Et je pense qu'on est plus loin de cet état de choses en Afrique. Il faut que les Africains développent de nouveaux outils pour combattre cette hégémonie, cette puissance occidentale qui affame les peuples africains, qui nous garde, qui nous maintient dans la misère. Et je crois que avec le procès Gbagbo, comme le disait le professeur, l'heure a sonné, il est temps. Je vois un peu partout en Afrique, je viens de sillonner l'Afrique, des jeunes s'organisent en association, en mouvement. D'autres sont prêts à prendre des bateaux pour aller jusqu'à La Haye. Pour le procès, tout à fait. Pour le procès. Et quand on va s'organiser, on va démontrer aux grandes puissances que l'Afrique peut compter pour son devenir. On doit pouvoir compter avec les Africains. On ne devrait pas nous imposer des modèles qu'on libère Gbagbo. Nous savons que Gbagbo est innocent. On n'a pas réparé l'immigration. Pourquoi son fils est maintenu prisonnier dans un hôpital? Dans un hôpital? C'est pas possible. C'est un tort d'être le fils d'un chef d'État? Non. Les Africains ne doivent plus accepter ça. En tout cas, on vous a compris. D'ailleurs, on va faire juste un parallèle. On va aller en Égypte, au Caire. Vous le savez très bien, le président Hosni Moubarak a été condamné à la prison à vie. Il a échappé belle comme ça, à la prison à perpétuité. Alors, voilà une autre partie de l'Afrique où c'est pratiquement ce qu'on a appelé un moment le printemps arabe. Et voilà la décision, enfin, le procès qui a été, le verdict est tombé cette semaine. Oui, mais Hervé Manuel-Com, première lecture de ce verdict. Première lecture de ce verdict, d'abord il faut que ceux qui ont la charge, le destin de commander les peuples se rendent compte, prennent modèle pour savoir qu'il faut respecter les peuples. Mais la situation égyptienne n'est aucunement comparable à celle de la Côte d'Ivoire.
Ce sont les Égyptiens, un tribunal égyptien qui juge son président, quel que soit ce qu'on pense des événements, c'est entre Égyptiens. Il n'y a pas là une humiliation du peuple, d'un peuple ou d'un continent. Et je fais remarquer que les fils de Moubarak, qui était nettement plus riche que le pauvre Michel Barbeau, sont libres et se baladent dans le Caire, qui est une très belle ville. Hein? Bon, donc là... Alors vous trouvez que c'est une lecture positive, c'est-à-dire par rapport au procès, en fait, à la démarche judiciaire. En fait, ce qui serait idéal, c'est qu'on ne soit pas obligé de descendre dans la rue et de condamner les anciens chefs d'État. Ça, c'est la société idéale. Mais comme je ne suis pas un rêveur, hein, je pense qu'on va avoir des situations. Mais il faut que l'étranger cesse de se mêler de nos affaires et qu'il laisse les peuples s'exprimer. Moi, par exemple, j'ai le respect pour le pouvoir qui est installé en Côte d'Ivoire, même s'il est arrivé dans les camions de l'armée française, si c'est la volonté du peuple ivoirien. Et ce n'est pas aux autres de venir choisir et sélectionner nos dirigeants. Ce n'est pas eux de venir choisir nos dirigeants. Il faut que nous les choisissions, nos dirigeants, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est notre destin. Je fais une autre... moi, je trouve choquant l'activisme qui est fait autour, par exemple, de Théodorino Obiangema. En quoi ça leur concerne? Tout à fait. En quoi ça leur concerne? Sur le dossier des biens mal acquis. Eh bien, les biens mal acquis, c'est pas, sur le plan moral, c'est pas beaucoup plus grave que le fils de Sarkozy qui passe 18 ans en première année de droit et qui a été mis à la tête d'un établissement public. C'est même plus grave. Donc je crois que les Africains doivent... À un moment donné, Sarkozy et son fils ont désisté par... Et là-bas, ils ont désisté, ils habitent Neuilly, ils n'ont pas été envoyés dans une prison de Burkina Faso. Donc je crois qu'il faut que les Africains s'asseyent, qu'ils prennent conscience, et comme Bob l'a dit toujours, qu'ils commencent à méditer. Il faut que on ne nous entraîne pas dans un jeu, nous ne serons que des pions. Hein? Bon, le professeur Happy, lui, il vit dans une région où Ségolène Royal avait l'influence qu'on connaît. Il faut donc qu'on s'organise aussi, parce que lui, je suis sûr que de Poitiers, sa voix peut porter pour que le nouveau pouvoir français sache qu'il faut composer avec nous. Nous avons fait les mêmes universités. Certains d'entre nous ont été même en avance sur certains chefs d'État là-bas. Il faut qu'on se parle, qu'on se respecte, et qu'on sache qu'ici, ce n'est pas un champ de Macabo, ou je ne sais pas d'Ignam, où on viendrait faire du tourisme et faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique n'est pas, ou devrait cesser d'être un champ de Macabo. Écoutez, moi je suis heureux quand mon fils, mon neveu, Julio dit qu'ils se sont organisés, parce que cette génération ne doit pas accepter les compromissions que certains des gens, y compris la mienne, ont acceptées. C'est de chez nous que partira notre respect. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Moi, je n'ai rien à redire si la France défend les intérêts français, même ici en Afrique, mais à condition que cette défense soit fondée sur le respect des intérêts de l'Afrique. Alors, merci Hervé Emmanuel. Comme docteur Bob Ngamoué, toujours en Égypte, hein, on peut se réjouir que l'état d'urgence qui avait été mis en place en 81 est élevé cette semaine. C'est quand même un signe de satisfaction dans ce pays. Vous pensez qu'un jour M. Moubarak a été élu par son peuple? vous causez. Vous répondez? Vous savez bien qu'il y a quelques années, Moubarak était adulé par les Américains, adulé par tout l'Occident. Vous le savez très bien. Tout à fait. Le Raïs. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un autre pion. L'ère de Gamal est passée il y a longtemps. Ça date. Ça a commencé, cette entreprise de géostratégie a commencé sur Sadat. On l'a amené à Jérusalem. Après, on a vu arriver Moubarak. Moubarak, entretenu par les États-Unis, entretenu par l'Occident, parce qu'en fait, il devait être une sorte de barrière infranchissable pour beaucoup de pays arabes, pour ne pas aller donner un coup de main aux Palestiniens pour leur libération. Donc, je dis, les pions, on en fait ce qu'on veut. Et disparaissent comme on veut aussi. Moubarak était un grand pion. Absolument. Dans l'échiquier des Américains, des Occidentaux. C'est du Ben Ali. vous sentez la même chose. Du Ben Ali, c'est exactement la même chose. En fait, la manipulation, tout le temps, la manipulation.
Ben Ali venait d'être élu sans doute à 80% comme les autres. et on le sait. Et puis le lendemain, on dit c'était un des pires dictateurs et que la Tunisie est élue. Mais il y a un problème, on ne comprend pas. Alors, on peut se réjouir que cette manipulation, comme le disait Hervé Emmanuel Comme, qui interpellait d'ailleurs Jules Ndiaoué sur ce plateau, va progressivement s'arrêter. Et je vais vous interpeller, vous deux, docteur Jean-Paul Titalom et Jules Ndiaoué, vous êtes de la coalition des médias pour la paix. En Égypte, le second tour de l'élection présidentielle, ça s'annonce très serré. On va sortir dans ce pays avec cela. Il y a Ahmed Shafik et Mohamed Morsi, les frères musulmans. Oui, pour revenir à l'Égypte, ce qui m'intéresse à l'Égypte, c'est pas trop les élections. Pour vous dire la vérité, c'est que l'Égypte, c'est le printemps arabe. Moins de 2 ans après le printemps arabe, c'est quoi le bilan du printemps arabe? Nul. Un bilan nul. Mitigé. Une fois de plus, l'Afrique en sort perdant. En Tunisie, 60 000 logements sociaux brûlés. Aujourd'hui, les Tunisiens dorment dans la rue. Ah, oui. La jeunesse tunisienne n'a pas de travail parce qu'on a brûlé les entreprises. Ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas de quoi se nourrir parce que les industries alimentaires ont été détruites. C'est ça que l'Occident veut. La Libye en pleine... La Libye en pleine... Regardez la Libye. Alors, vous trouvez donc que cette élection présidentielle, pour le cas de l'Égypte, s'entend, c'est juste... Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Une fois de plus, les Occidentaux, comme le disait le professeur, vont trouver un élément, un nouveau pion, parce qu'ils ont des méthodes. Vous avez parlé de Sadat. Ils ont utilisé Sadat. Sadat s'est rendu compte qu'il fallait une paix entre les Arabes et Israël pour que les deux puissances soient plus fortes. Les Américains ont compris que Sadat avait une longueur d'avance sur eux. Ils l'ont zigouillé. Ils ont compris que le pion, on ne pouvait plus le manipuler à notre guise. À leur guise, autant pour moi. Ils l'ont zigouillé. Donc aujourd'hui, ils ont sacrifié entre Ahmed Shafik et Mohamed Morsi, c'est-à-dire... il y a un des deux est un pion occidentaliste. Non, Jules, excuse-moi. Les deux peuvent être un pion, parce que voilà. il faut quand même expliquer qu'il y a un pion visible qui prend directement les ordres de Washington, c'est l'ancien militaire, voilà. Le dernier Premier ministre. Mais il y a aussi d'autres pions qui croient être indépendants, comme la liberté de la chèvre de M. Séguin, qui prennent les ordres par un sous-traitant américain qu'on appelle par exemple le Qatar. Voilà. Le Qatar joue un rôle aujourd'hui, qu'il a ouvert le coffre-fort pour organiser les sit-ins sous couvert que c'est de la révolution. Mais tout cela, ça débouche sur quoi? Sur, si vous prenez le Qatar, ce ne sont pas les élections libres qu'il y a au Qatar. Les chiites ne votent pas au Qatar. Merci Hervé Emmanuel. Comme docteur, on va sortir avec ce sujet de l'Égypte. Pour vous, c'est la poudre aux yeux, ces élections. On va sortir et prendre une transition. En un mot? Déjà pour commencer, le dossier égyptien, ce qui me plaît dans ce dossier, c'est des questions de souveraineté. Donc il y a eu un printemps arabe, il y a eu des procès contre les dignitaires égyptiens, mais tout cela sans intervention étrangère. Tout à fait d'accord. Les Égyptiens gèrent leur pays comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, de manière souveraine. Le seul souhait, c'est que ce soit dans l'intérêt des peuples. Et maintenant, en ce qui concerne les élections, bon, je n'ai aucun élément me permettant d'apporter plus de commentaires que ce qui a été dit. Mais bon, ce que je sais, c'est par rapport, en tout cas, mon analyse par rapport au candidat, l'ancien Premier ministre de Moubarak. Pour moi, je doute fort bien que ce soit quelqu'un qui soit aussi autonome et libre dans sa démarche. Surtout qu'il faut préciser à votre suite qu'il y a eu des manifestations cette semaine qui étaient d'ailleurs son QG, quartier général, a été attaqué. Hubert, donc, ça peut être incendié opportunément. Oui, parce que dans tout cela, Bob Camo a ouvert une page, on a passé de temps, c'est que la manipulation, elle prend plusieurs formes. Vous prenez les radios, nous connaissons Radio France Internationale, là-bas il y a Al Jazeera, il y a tout ceci. On organise des images, symboles, comme on fait actuellement avec la Syrie, qui ne nous concerne pas. Je me demande si vraiment ce jeune président est un homme normal, à moins s'il n'est pas psychopathe, si tout ce qu'on dit est vrai, avec le nombre de morts qu'il y a tous les jours qu'on nous présente. C'est-à-dire, il se lève le matin, il décide que bon, je m'en vais dans le quartier de Douala Bonamoussa dit, je bousille la moitié d'habitants, mais enfin, c'est incompréhensible. Merci. Donc je crois qu'il faut faire attention. Ça avait été aussi fait
En Libye, hein, pratiquement. En Côte d'Ivoire aussi. En Côte Côte d'Ivoire, Bon, tout le monde sait aujourd'hui que les gars qui ont été assassinés après une marche, c'était l'œuvre des milices de Soro plutôt que des forces. En tout cas, on peut vous le concéder, il y a cette instrumentalisation. Et d'ailleurs, vous avez parlé de pion, on va prendre une transition, on revient dans ce plateau studio tout à l'heure. Voir l'Afrique centrale se relier, ça nous fait vraiment une grande ouverture. Surtout nos frères qui reviennent du Gabon, qui nous savent venir au service ici, le foufou, le manioc, tout, c'est bien fait. Parmi nos clients les plus importants, il y a les populations du Gabon. Nous sommes heureux de voir qu'on va améliorer les conditions dans lesquelles nous allons vendre nos produits agricoles aux populations frères du Gabon. Donc comprenez la liesse du peuple qui est là. Ils sont véritablement heureux. Nous avons nos parents qui sont morts sans voir le Baudouin, mais actuellement nous partons de Brazzaville jusqu'à Okoyo. Nous faisons un seul jour. C'est le développement du pays qui est en train de se faire à travers le nom de M. Denis Sassou Nguesso, qui est un chef très pragmatique. Mais parfois, on a Essuebo et Okata. Les autres doivent même 2 heures de temps. Et aujourd'hui, tout le peuple de Burundi dit merci au président de la République. Vraiment pour ça, le président Denis Sassou Nguesso, qui puisse continuer. Ceux qui n'étaient pas vraiment au conduire Bisso, si la fin la Bisso. Sassou Nguesso pour notre part, c'est celui-là aussi qui mérite diriger ce pays-là à l'éternité. Au départ, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Denis Sassou Nguesso, c'est un libérateur, je vous le dis franchement. Vous êtes sur Afrique Média, retour sur ce plateau, c'est le débat, le commentaire de l'actualité sur la place africaine et d'ailleurs sur la place mondiale. On va faire un tour au Cameroun avec cette affaire à rebondissement de l'opération Épervier et surtout des dernières arrestations. Et de l'arrestation alors du prévenu qui a fait couler beaucoup d'encre et d'ailleurs de salive à cause de ces 3 lettres déjà commises jusqu'à présent. Il s'agit de Marafat Hamidou Yahya. En prenant donc cette actualité, c'est parce que le parti au pouvoir là-bas au Cameroun, cette semaine, a commis une réaction officielle signée Jean Famendongo. Il est dans le secrétariat de la communication du RDPC où il convoque dans son éditorial le monde entier, les internautes et tous de la naissance d'un écrivain assez curieux au Cameroun. J'interpelle d'abord Hervé Emmanuel comme sur ce plateau. Et dans cette affaire de Marafat Hamidou Yahya au Cameroun là-bas, il se pose des réactions, des contre-réactions, des positions. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui va prendre des allures qui ne pourront plus être contrôlées à la limite après? Non, je pense qu'on est en train de jouer sur cette affaire. D'abord, il faut qu'on se comprenne. L'affaire Marafat Hamidou Yahya, qui n'est qu'une affaire parmi des milliers, des dizaines d'affaires devant le tribunal de détournement de biens publics, devait rester qu'une affaire. C'est-à-dire que les inculpés, enfin les mises en cause, bénéficient de la présomption d'innocence. Et parce que ces inculpés bénéficient de la présomption d'innocence, on devait rester dans le cadre de l'instruction, jusqu'à ce que la décision, l'arrêt de justice, les condamne ou pas. Maintenant, il se trouve que certaines de ces personnes ont pensé qu'il fallait amener l'affaire dans un tribunal populaire et se sont érigés en écrivains. Ils ont créé une maison d'édition à la prison centrale de Yaoundé où ils émettent des lettres, mais qu'est-ce qui gêne dans cette affaire? Eh bien, ce que sur la place du monde. Ce qui gêne dans cette affaire, pour tout homme sérieux qui n'a pas besoin
de faire de la politique pour s'exprimer, c'est qu'on n'est plus dans le cadre des affaires de détournement de biens publics. On entre dans une entreprise de production de matières de déstabilisation d'un régime. Monsieur Marafa Amidou Yaya a passé 17 ans comme collaborateur principal du président Paul Biya. Eh bien, il a mis 17 ans pour se rendre compte qu'il n'était pas en bonne compagnie. À défaut d'être un autiste, c'est un imbécile. Bon, la deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir occupé des postes ou prétendre occuper le plus grand poste en violant les règles, le minimum moral, éthique pour occuper ces postes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous racontez vos conversations privées avec le président, qui est toujours en activité, vivant, vous racontez comment vous vous opposiez à des décisions prises par ce président, mais vous restez bénéficier des avantages du protocole de votre poste. Est-ce que vous êtes crédible? Vous vous rendez compte, moi je suis membre du comité central du parti au pouvoir, je me retrouve au congrès avec M. Amidou Yaya, que je connais très bien personnellement, il ne met aucune objection par rapport, à la candidature du président, la parole était libre. Je tiens à vous dire que Paul Biya... Est-ce qu'il n'était pas dans une situation d'obligation? Écoutez, M. Zengele qui a été candidat contre Paul Biya pour être investi par le parti, et à ce que je sache, il n'a pas pris le maquis. Il continue à se promener. Donc, il n'a pas parlé. Deuxièmement, il a fait la campagne pour faire élire un candidat dont il contestait la présence. Et troisièmement, il s'est rendu dans les villages pour convaincre que c'était le meilleur candidat. Écoutez, tout cela n'est pas sérieux. Ça veut simplement dire qu'il veut instrumentaliser son séjour en Conengri pour appeler à des fins politiques. Mais il s'est suicidé parce que ce qu'il a fait là, à lui seul le condamne à ne plus jamais, s'il en avait même un jour eu le destin d'être président de la République. Moi, je ne voterai pas pour quelqu'un. Pourtant, dans ses lettres, il a dit qu'il s'est dit porteur d'un projet politique, d'une vision pour votre pays, le Cameroun. Écoutez, mon pays, le Cameroun, d'abord, n'a pas la réputation d'abord de laisser passer n'importe quel aventurier. Mais le problème que ça pose dedans, c'est que nous sommes dans un contexte sous-régional. Et si vous devez instrumentaliser votre appartenance confessionnelle, parce qu'il y a des sous-entendus dans cette littérature primitive et primaire. C'est-à-dire que musulman de la région du Nord, soutenez-moi, je suis parce que je suis musulman, je suis parce que je suis ceci. Bon, je ne vais pas rentrer pour l'accabler parce que actuellement, je conclue là-dessus pour dire que le séminaire de fin de week-end qu'il y a eu au Cameroun n'était pas destiné à répondre à M. Marafa, et le professeur Jacques Famendongo a commis une correspondance personnel qui est évidemment fondé sur la position du RDPC. Il rappelle, je le précise ici, discipline du parti, la politique de la nation et le terrain judiciaire. Écoutez, d'abord, M. Marafa viole le secret de l'instruction contre lui-même. Il ne se rend pas compte. Mais je termine. Il est géologue, il n'est pas juriste, il devrait avoir de bons avocats. Mais deuxièmement, dans cette affaire, c'est que s'il est conséquent avec lui-même, il devait lui-même se mettre en congé d'un parti dont il n'approuve plus les éléments fondamentaux et centraux. Je vous donne un exemple. Maurice Kamto a estimé, pour les raisons qui sont propres à lui-même, qu'il n'était plus à l'aise au sein d'un gouvernement. Il est parti et il continue son activité d'universitaire sans être inquiété. C'est ça un homme. Un Nana Sinkam avant lui, mais on n'invente pas la division. On va sortir de là. Docteur Bob Gamoué, vous êtes un enseignant. C'est vrai, Hervé Emmanuel comme rappelait tout à l'heure que vous avez fait séjour en France et que peut-être vous êtes tous des Camerounais, mais c'est quand même une affaire qui pourrait vous installer là-bas dans ce que Jacques Famendongo appelle la rigidité, le désamour et la haine. Non, je m'interdis d'entrer dans cette spirale-là. Moi, j'ai plutôt un peu mal à mon pays. Et quand je dis mal à mon pays, je suis très très sérieux, connaissant les Camerounais. Un peuple pétri de talents multidimensionnels dans tous les domaines qui existent, de super Camerounais de par le monde entier qui excellent dans tous ces domaines. Et que dans mon pays, quelqu'un, bon, chacun est libre de prétendre même à la magistrature suprême, mais on ne peut pas. Quand je suis entré dans ce pays, ces garçons sûrement venaient de commencer son travail aux hydrocarbures. Et son parcours est quand même édifiant.
très étonnant. Comment a-t-il grimpé aussi vite pour occuper toutes les grandes fonctions de notre pays en un temps aussi court? Je dis bien déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui a été recommandé? Parce qu'ils sont très souvent comme ça recommandés par leurs maîtres occidentaux. Mais que ce garçon qui occupait des fonctions aussi lourdes à la tête de notre pays, parce que on se dit quand même pour être ministre d'État de telles choses, il faut avoir un respect, un minimum de rayonnement, un minimum de potentiel. Et qu'aujourd'hui, un tel individu ayant tant reçu de notre pays, je dis, d'ailleurs injustement reçu, abusivement reçu, et viennent cracher dans la soupe, mais je suis désolé, on n'a plus de repères. On vous comprend bien. On est déçu. Moi, personnellement, je suis déçu. Et que quelqu'un ait pu flirter avec tant de postes, mais est pétri d'une telle légèreté, irresponsabilité même. C'est quand même de trop. Du jour au lendemain, dans ce pays, n'importe qui a des prétentions parce que sous prétexte qu'on est né à l'est, à l'ouest, ou dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait d'utile pour ce pays? Il s'est posé cette question. Dans ce parcours, qu'a-t-il fait d'utile à ce peuple? Rien du tout. Rien du tout. Il a dit, j'ai un objectif, le mien. Comment devenir président du Cameroun à tout prix? Vous croyez que c'est du boulot, ça? Merci, docteur Bob. Jules Njaoué, vous venez de parcourir l'Afrique et sur cette place africaine, Afrique Média, c'est la promotion justement des valeurs africaines. Quelque part, vous parlez d'une réaction qui viendrait peut-être de la jeunesse africaine ou camerounaise? Camerounaise d'abord, africaine ensuite. Je voulais dire par rapport au cas Marafa, je suis un peu déçu. Je suis déçu par le traitement de ce dossier par mes confrères de la presse. Parce que... On a commencé par ton journal, il faut qu'on sache que tu es propriétaire par un directeur d'un C'est vrai, je suis l'administrateur du premier quotidien privé Camerounais du Cameroun. qui a un rôle actif dans cette société-là. Vous comprenez, vous allez parfaitement me comprendre. Oui, Jules Njaoué. Je comprends. Parce que malgré le fait que je sois... Non, j'adore Julio, mais je vous dis... Malgré le fait que je sois administrateur, ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion critique sur la gestion ou alors le traitement d'une information précise dans mon propre canal. Alors, ce qui nous intéresse sur la place africaine dans cette information, c'est les dérives que cela pourra avoir. Non, mais je voudrais déjà que l'opinion sache que l'opération Épervier au Cameroun a été un exemple pour beaucoup d'autres États. Absolument. Au Tchad, on a vu la verve avec laquelle Déby a décidé d'assainir les finances publiques. Général. En Guinée-Conakry, pas plus tard que jeudi, le président de la Guinée a lancé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Le principal lieutenant de Ouattara est sous le verrou. Maintenant, au Cameroun, je pense que la presse devrait dénoncer beaucoup d'autres dérives judiciaires dans certains dossiers délicats. Vous avez des gens à connaître. Alors, pour être clair, Jules Njaoué, est-ce que la presse n'a pas traité cette information de manière... Moi, je suis républicain. Mais j'ai comme impression que beaucoup de médias, ou alors d'hommes de presse qui ont traité de cette information, ne se sont pas mis en posture de républicains. Oui, mais il y a des médias qui sont des journaux officieux de l'opposition. Hervé Manuel, comme vous laissez Jules Njaoué. Beaucoup ont agi avec rage. Parce qu'il s'agit ici d'une opération d'assainissement des mœurs. Le ministre Marafa est inculpé, comme beaucoup d'autres ministres. D'ailleurs, dans son dossier, vous avez... à Tangana Mbara, le ministre Mbara, vous avez un homme d'affaires, Yves Michel Fosso. En tout cas, ils sont envers qui on devrait être beaucoup plus clément encore, parce qu'il n'a jamais eu à gérer la chose publique. À une telle dimension. C'est un bébé prédateur. À une telle dimension. Donc, aujourd'hui, on essaie de... Pour être précis, quelle est votre conclusion dans cette... Non, ma conclusion, c'est que la presse doit être objective dans le traitement de l'information, notamment sur le dossier Épervier, sur les dossiers Épervier.
et sur le cas Marafa plus précisément. Il faut être objectif, il faut permettre à la justice de travailler. Il faut permettre à la justice de travailler. Il faut sanctionner les choses, les actes où elles ont été posées. Là, on a déplacé le dossier Marafa. Il a été déplacé carrément. On est sorti du contexte dans lequel l'opération Épervier devrait aller. On l'a déporté sur le terrain politique, sur le terrain des rancunes et des règlements de compte. Ce qui peut avoir des effets de radicalisation de la société, de l'opinion. Avant d'arriver à vous, Hervé Emmanuel Com, permettez à docteur maître de conférence Jean-Paul Titalom de pouvoir intervenir sur cette actualité. En réalité, cette actualité nous intéresse dans le cadre d'Afrique, Horizon Afrique Média, sur la place africaine, parce qu'il y a quand même des inquiétudes. On parlait tout à l'heure d'instabilisation au niveau de la sous-région. Ça peut être des indices qui peuvent cristalliser un ensemble de choses. Ça ne vous inquiète pas. Vous êtes à Poitiers, mais vous êtes Camerounais d'origine. Oui, disons que ce dossier Épervier, j'en prends connaissance à travers la presse, à travers Internet. Et chaque fois que je vais au Cameroun, j'essaie de lire les quotidiens nationaux sur ces sujets. Bon, c'est vrai qu'on est un peu perdu quand on lit les quotidiens camerounais. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez certains journaux qui vont plutôt être du côté de la partie civile ou bien de l'État, c'est-à-dire condamner ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette opération Épervier, et d'autres qui vont plutôt être en train de soutenir ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. Et dans ces deux enjambées là, vous dites? Dans ces deux enjambées, je dirais plutôt, quand je regarde que depuis des années, il y a des gens qui ont été inculpés dans le cadre de ce projet, je me pose une question, donc une question objective, c'est de dire pourquoi cette grande lenteur de la justice? Parce que je ne comprends pas comment au Cameroun on a quand même des moyens pour pouvoir faire avancer les dossiers. Vous avez des gens qui sont en prison depuis des années, qui ont été, pour certains, non encore condamnés, pour d'autres condamnés, mais qui ont fait appel, qui ont saisi la Cour suprême, mais dont les dossiers n'ont pas été rouverts. D'après ce que je lis. Quand je prends le cas de certains dossiers, on me dit, je lis dans la presse, à la Cour suprême, à la Cour suprême depuis 1 ou 2 ans, et que la Cour suprême n'a pas encore statué là-dessus. Et quand tu savais certains collègues, quelques amis avocats, parce que les commentaires se font très souvent, il paraît, semble-t-il, que lorsqu'on saisit la Cour suprême, je pense qu'Hervé Emmanuel doit avoir un peu plus d'idées là-dessus. Ils ont quand même un délai de 30 jours, de 60 jours pour donner un avis, je ne sais pas trop, mais bon, je ne comprends rien pourquoi il y a cette lenteur. Alors, vous reprochez la lenteur de la justice au Cameroun, un pays qui d'ailleurs, il faut le préciser, a été taxé à 2 fois champion en corruption dans le monde, avec Transparency International. Hervé Emmanuel Com, c'est quand même non, le professeur Titalom finit par une interrogation pertinente. Moi-même, j'en ai fait l'expérience dans un dossier civil, et il y a un problème sur le personnel judiciaire et qui ne rend pas justice à temps. Et c'est un vrai problème. Et les magistrats sont peu nombreux pour... vous savez que toutes les relations d'affaires, de trucs, se sont judiciarisées. Et effectivement, il faut faire quelque chose dans ce sens. Donc, il y a une lenteur. Mais je voulais quand même apporter un bémol. Dans cette affaire d'Épervier, tous les gens qui sont encore détenus, non jugés, sont dans les règles du nouveau code de procédure pénale. 6 mois renouvelables. Vous comprenez? Donc, dès que 6 mois renouvelables, l'ordonnance d'instruction est donnée, vous êtes maintenant dans le temps de la justice, qui peut durer 5 ans, 10 ans selon le volume de votre contentieux. Donc, professeur, ne vous inquiétez pas, le respect des formes sont la volonté permanente ici. Maintenant, je voulais dire une chose. Ce qui gêne dans l'affaire dite Marafa, c'est qu'il prétend, lui, être l'ami de certaines fréquentations qui sont à l'origine du désordre en Côte d'Ivoire. Des groupes d'intérêt. Et apparemment, c'est un... Et si nous avons pris cette actualité sur Afrique Horizon, Afrique Média, oui, c'est le caractère exemplaire. C'est parce que relation-là. Nous, ici, mais moi qui étais à l'école avec certains de ces gouvernants en Europe, je ne suis pas impressionné. Mais ici, je ne suis pas impressionné par ces fréquentations, puisque je connais la plupart de ces gens, y compris l'ancien président qui est parti. Mais français, je veux dire. Mais ici, on évoque sur le continent africain, dès que quelqu'un a serré la main d'un occidental, il se fait parrainer, il croit que c'est un parrain pour
faire la marche forcée vers le pouvoir. Alors ça m'impressionne que la nature... Je vous concède quand même que vous avez fait ces milieux et vous pouvez nous en dire sur ces fréquentations. Non, mais ces fréquentations sont des fréquentations comme toutes les autres. Enfin, moi, ça ne m'impressionne pas. À partir du moment où on a été camarade de classe, que vous avez eu un destin de devenir président, même en faisant de la saute mouton, si vous restez un ami, vous restez un ami. Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Pour moi, c'est un intérêt ici, ce sont les intérêts de l'Afrique. Alors, sur ce point-là, ces fréquentations nous amènent à être très vigilants pour qu'on ne subisse pas les problèmes ivoiriens ici. C'est-à-dire qu'on importe des groupes d'intérêts qui vont venir déstabiliser les gens. La deuxième chose, et je le dis à Julio, dont je connais la probité, lui c'est un homme d'affaires, il est propriétaire d'un journal. Mais les journaux jouent un rôle de sniper, ce sont des journaux, la presse est alimentaire. Surtout au Cameroun, ce n'est pas encore la presse au Nigeria ou dans d'autres pays. Et ici, ils éditent des journaux qui veulent créer la guerre civile, là où c'est un simple problème de justice. Alors vous crachez finalement le morceau. Et il ne faut pas qu'on fasse une justice des riches et une justice des pauvres. Quand c'est un soi-disant prince qui est en prison, il faut qu'on traverse les couloirs. Il y a même un qui m'a dit pourquoi ne mettrait pas un bracelet électronique et qu'on laisse balader M. Marafa et les autres. Mais j'ai dit qu'il fallait y penser quand on avait arrêté M. Tutu Sezoa, M. Ngo Pierre, M. XY, M. Olangena, qui est un jeune talent qui est en prison. Alors, je termine en disant que c'est une affaire de criminels économiques, de droit commun. Ceux qui veulent politiser cette affaire doivent faire extrêmement attention, parce que nous sommes vigilants et que nous n'allons pas nous laisser divertir par quelque chose qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Je suis malheureux pour le sort individuel de quelqu'un comme Arafa, qui est quand même un ami que je connais, mais je ne peux pas accepter l'instrumentalisation de ces gens d'affaires. Tout à fait, Hervé Emmanuel Com. Rapidement, Jules Ndiaoué, ce que je voulais dire, Etoundi, c'est que je suis croyant et chrétien. Et la Bible dit, qui tue par l'épée périt par l'épée. Paul-Éric Kinguet. Les médias qui aujourd'hui sont à la solde de Marafa nous ont dit, nous ont fait savoir que c'est Paul-Éric Kinguet, que c'est Marafa qui était à l'origine des montages judiciaires qui ont accablé Paul-Éric Kinguet. C'est vrai. À tort. Mais aujourd'hui, ces médias sont complices. Alors on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La presse doit savoir ce qu'elle veut. Elle veut qu'il y ait un changement, des changements profonds au sein de notre société. En ce moment, elle n'a qu'à être objective. Si elle veut qu'on sombre dans des palabres inutiles à l'ivoirienne, moi je dis, en tout cas, c'est 20 millions de Camerounais contre 486 titres en kiosque. Ça ne peut pas nous vaincre. Nous, les Républicains. Merci, Jules Ndiaoué. Bravo, en tout cas, c'est un homme de presse. Ça, c'est l'Afrique, en principe, quand on traite cette information ici, on a le souci de la stabilité, de la souveraineté des États africains. On termine par vous, Jean-Paul Titalom. Vous avez quelque chose encore à dire sur ce sujet? Non, j'avais juste un petit point à rajouter par rapport à mon appréciation de tous ces dossiers. On ne peut pas condamner, on ne peut pas être contre un État, on ne peut que soutenir un gouvernement qui lutte contre la corruption et contre la délinquance financière. Toutefois, il faudrait que cette lutte soit crédible et éclairée. Et or, je pense que dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments de la justice qui ont décrédibilisé ce dossier. C'est tous ces dossiers. En quelque sorte, à mon sens, c'est mon appréciation. Je vais prendre deux exemples. Oui, allez-y. Le premier exemple, c'est le fait que, quand je me rends compte que nous prétendons à la démocratie et que nous condamnons des gens à vie pour 4 millions. C'est le code pénal qui le dit, professeur. Il faut le changer. On ne doit pas le respecter à la lettre. Non, c'est le code pénal. Quelque chose comme ça décrédibilise quelque part. Deuxième élément, c'est le cas des attitudes. Vous auriez demandé qu'on refasse la loi, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être sûrement même. Qu'on refasse les lois camerounaises, les lois africaines. Si on condamne quelqu'un qui a détourné 4 millions à vie, à quelle sera la condamnation de celui qui va assassiner toute une famille Jean-Paul, au-delà de 500 000 francs au Cameroun, si vous avez pris l'argent public au-delà de 500 000 francs, on peut vous coller une peine de prison à vie. Alors, merci à vous, Hervé Emmanuel Com. On va prendre une transition, on peut bien vous comprendre pour ce sujet. Transition. Le Cameroun, Afrique en miniature, est un pays de paix, de travail et de prospérité. Grâce à son président Paul Biya, le pays compte atteindre un objectif principal, devenir un État émergent à l'horizon 2035. Dans sa politique des grandes ambitions, le Cameroun s'appuie sur les secteurs prioritaires de développement durable. Avec le comice agropastoral, il s'est fixé un nouveau départ pour la relance de la grande politique agricole nationale. Le Cameroun est l'unique pays de la sous-région Afrique centrale à vivre dans l'autosuffisance alimentaire, tout en se prêtant comme un généreux grenier pour ses voisins.
Les tissus sociaux harmonieux se greffent sur une économie à la fois libérale, intégratrice et compétitive, impulsée par le président de la République. Les grands chantiers du développement, à l'instar du barrage de Lompangar et du port en eau profonde de Kribi, connaissent une avancée honorable. L'éducation nationale, la santé publique et la lutte contre le chômage constituent une bataille quotidienne pour le gouvernement. Pour le développement national et l'intégration sous-régionale, le pays est gouverné dans la rigueur et la moralisation, avec un combat réel contre la corruption et autres déviances sociales. Le Cameroun, grâce au président Paul Biya, est en marche pour la modernisation intégrale au bénéfice de tous les citoyens pour une égalité sociale. Le monde se précipite vers le Gabon avec un projet dans la zone économique spéciale de classe mondiale, avec de grandes infrastructures et un esprit entrepreneurial. Le Gabon, c'est la porte de l'Afrique. Bienvenue au Gabon. Pays d'Afrique centrale, la Guinée équatoriale acquiert son indépendance en 1968. Mais son évolution est effective avec la montée au pouvoir de son Excellence, Teodoro Obiang Mambazogo, grâce à qui le seul pays d'expression hispanophone et lusophone du continent, une reconnaissance internationale de la diplomatie équato-guinéenne qui se veut de plus en plus offensive, ambitieuse et démontrant la qualité de l'action publique et régionale du continent. Pour le rayonnement du pays, Obiang Mambazogo a ouvert des programmes grandioses de développement des infrastructures et des chantiers modernes. Rien d'étonnant que ce pays jadis considéré comme petit se positionne chaque année davantage comme une grande nation ayant une visibilité à la hauteur de son poids économique. Cet Eldorado pétrolier a pu voir le jour grâce à un homme qui parle de paix avec un esprit humanitaire. Il ne manque plus qu'à ce pays d'adhérer au Commonwealth pour témoigner la visibilité grandiose de la Guinée équatoriale sur le plan international. Le président Obiang à sa première déclaration à l'exercice de l'Union africaine, a mis l'accent sur les crises de valeurs, dont la culture africaine qui, elle, conduit au facteur de l'unité et à la solidarité entre peuples africains. En grand artisan de l'intégration, Obiang Mambazogo dénonce l'instabilité dans les pays d'Afrique et privilégie le dialogue pour une solution pacifique et négociée. Retour sur ce plateau, vous êtes sur Afrique Média, la chaîne panafricaine qui fait dans la promotion des valeurs africaines, mais aussi dans le traitement, le commentaire de l'actualité africaine et même mondiale, sans superposition pour que les citoyens africains qui sont des citoyens du monde puissent s'informer et mieux comprendre cette actualité. Alors, on rentre dans ce plateau avec ces deux crises au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'abord la crise, la situation au Mali qui, Hervé Emmanuel Ngom, avance à reculons. L'Union africaine avance quand même en reculant dans cette affaire. On ne peut pas avancer et reculer. Hein. Ça, c'est la danse Bafia, ça, au Cameroun. Il faut avancer et reculer. L'Union africaine est quasi absente dans cette affaire. Et le mandat qui a été donné au président Boni Yahi, c'était pas de faire la promotion du Bénin avec le titre d'Union africaine. Moi, ce que j'ai vu à Paris,
Et ce que je vois avec la CEDEAO, c'est quand même... On va parler de sa visite tout à l'heure, mais restons quand même d'abord au Mali. Écoutez, au Mali, il s'est passé quelque chose, il y a eu un coup d'État. Voilà. Il y a un coup d'État, et manifestement, c'était un coup d'État de quelqu'un qui n'avait même plus envie de continuer d'être président, puisque finalement, il a fui avec un 4x4 et tout ça, et sa famille. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut affirmer qu'on ne peut pas accepter l'implosion du Mali et surtout la création d'une espèce de virus sur un État africain. Alors, j'ai déjà parlé des milices tout à l'heure. Là, c'est plus grave. Là, c'est plus grave. Ce sont des groupes terroristes qui veulent avoir un espace reconnu internationalement pour continuer une action où ils n'ont plus d'espace. Vous savez qu'avec le... Des groupes terroristes qui viennent d'où? Le terrorisme est une société transnationale. Moins pour le cas du Mali. Non, pour le Mali, c'est transnational. Oh. Vous avez ce qu'on appelle les Touaregs. C'est en fait un patchwork, un mélange de gens qui viennent du Tchad, oui, qui viennent du Soudan, même pour certains, depuis le Soudan. Vous avez des gens qui viennent du Niger, des gens qui viennent de Mauritanie, ceux qui sont même du Mali et d'Algérie. Alors, certains, pour des raisons confessionnelles, veulent couvrir cela en disant on veut créer un État islamique confessionnel sur le territoire malien. Or, je tiens à vous dire que ce qui s'est passé à l'époque, par exemple, pour réduire le Cameroun, qui avait 900 000 km à 450, disons, à 500 000 aujourd'hui, c'était entre les grands États. Là, non. C'est qu'on choisit des communautés à l'intérieur des États pour revendiquer un territoire, pour contrôler l'accès au désert et la sortie du désert. Un désert dont vous savez que géostratégiquement est très riche en pétrole, en minerais spéciaux. Bon, et deuxièmement, on va déstabiliser un État qui paraît faible, simplement pour réduire... Quand vous dites on, Hervé Manuel, comme dans la clarté de l'information, qui on? Bon, d'abord, dans cette histoire, les grandes puissances, à commencer par la France, ont eu un rôle qui n'est pas clair. La France a des otages. C'est ce qui fait que John Koundra Traoré est agressé par les manifestants et... Non, ça c'est un problème interne un truc qu'il faut regretter. C'est cette agression, mais elle n'a été possible que parce que vous ne pouvez pas venir imposer les chefs d'État dans des États. Moi, je l'ai dit, quand on vous emmène dans un bateau, vous rentrez à pied ou par le bateau, parce que ce n'est pas possible. Pour revenir sur les groupes qui sont à l'intérieur, il faut savoir que la France, par exemple, qui a la logistique militaire et qui pouvait jouer un rôle pour combattre ces groupes, est presque annihilé. Actuellement, il est anesthésié parce qu'il a des otages entre les mains de AQMI. Et vous avez aussi les États, tout le monde connaît les liens entre l'Algérie et le Maroc, et qui se jouent à travers le Sahara occidental et la Mauritanie. On instrumentalise des groupes qui sont dans les passages du désert pour... Donc là-dedans, il y a... D'ailleurs, Hervé Manuel, comme vous continuez, je dois vous rappeler qu'il y a pratiquement une situation d'imbroglio judiciaire en Mauritanie, puisque vous parlez de ça, où le président de la Cour suprême a été limogé par le président. Envoyé comme ambassadeur au Yémen, il a refusé, il reste en place, on a installé notre... Bon, c'est juste... Pour revenir, vous savez que si ça se calme un peu au Niger, c'est parce que le prix de l'uranium a baissé. Mais les Touaregs, toujours eux, estimaient que Agadez est le lieu où on exploite l'uranium au nord du Niger, se trouve sur leur territoire, donc ils voulaient contrôler les revenus. Et la France, à travers Areva, avait passé des accords, même souterrains, sur le dos de la République Niger, pour calmer les Touaregs. Donc là, on a une espèce de juxtaposition du public, du privé, des groupes d'intérêt public et privé qui se jouent. Et qu'est-ce qui est pris en otage? Le pauvre Mali qui se trouvait le plus faible, d'abord parce qu'on adore Toumani Touré parce qu'il avait renoncé à garder le poste et il avait fait exactement la même chose que le capitaine Sissoko, mais sauf que lui, il avait eu l'intelligence du bon conseil de se tirer d'abord. Il est revenu à Doubé pour devenir président, mais il avait fait un coup d'État. Alors, et il ne contrôlait plus rien. Et donc voilà, on a commencé par le Mali, une entreprise qui va continuer. J'ai dit aussi une autre chose. Nicolas Sarkozy porte une responsabilité historique devant même les non-voyants sur la déstabilisation légère de la Libye qui a débouché sur cette affaire. Les armes circulation des armes. Les armes qui combattent une armée régulière malienne aujourd'hui sont des armes qui proviennent du stock des armureries libyennes. Quand vous le retirez, Hervé Manuel, comme Jeune Jaoué, alors là, dans
cette information. On a vu une jeunesse pratiquement déboussolée, manifester au Mali. Et d'ailleurs, la situation reste toujours la même cette semaine, malgré le fait que John Kounda Traoré est en train de suivre les soins et qu'au Mali, un premier ministre de transition est là. Mais ce n'est pas tout à fait la calmie. Oui, mais le Premier ministre a été ferme. Il a dit qu'il va en guerre. Entre-temps, on aurait appris que l'ex-président, depuis mardi, est en France. Peut-être c'est pour négocier, on ne sait pas. ATT. Mais ce que je sais, c'est que la France a laissé pourrir la situation parce que lorsque ATT a tiré la sonnette d'alarme, Sarkozy lui a plutôt imposé un camp militaire et ATT a refusé. Voilà. Il aurait accepté la présence en territoire malien d'une base militaire française, que peut-être les choses se seraient passées autrement. Ah donc vous, c'est le refus de... Mais oui, mais oui. Et il faut dire aussi son rôle, il a été très réticent sur l'intervention française en Côte d'Ivoire et n'a pas apprécié l'intervention au Mali. Au Mali. Il est en Libye. Oui, en Libye. C'est un dégât collatéral. Donc c'est un dégât collatéral. Parce que rien n'explique un coup d'État à quelques heures, permettez-moi l'expression, à quelques heures du vraiment c'est incompréhensible. Donc, aujourd'hui, on l'a vu encore à la télé, les jeunes Maliens sont dans la rue. Ils sont dans l'impasse, ils sont dans un piège. Ils ont perdu, ils sont dépourvus de tout bon sens parce qu'ils ne savent pas qui soutenir. Soutenir des mutins qui ont pris le pouvoir par les armes, ou alors s'associer à l'armée pour aller défendre la nation. Mais quelle armée? Donc, il faut comprendre dans quelle situation les grandes puissances mettent la jeunesse africaine. Ils nous mettent dans l'embarras. Et ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est que les jeunes vont s'organiser, d'autres du bon camp et d'autres du mauvais camp. Certains prendront les armes, vont foncer dans le nord, soit pour soutenir l'armée régulière, soit pour chercher son... Pour entrer dans ces milices. Moi j'ai une idée là-dessus. Donc, oui, on revient et ça c'était le voulu. Et ça c'était le voulu des grandes puissances. Ils aiment avoir l'Afrique se déchirer. Ils aiment avoir des jeunes s'entretuer entre eux sur ces questions-là. Parce que pendant qu'on s'entretue, ils tirent leur épingle du jeu. Ils vont exploiter l'uranium calmement. Ils vont protéger les passages d'uranium qu'ils vont voler à l'État du Niger. Cet uranium va traverser tout le désert pour se retrouver soit en Algérie, soit dans un pays où ils auront établi une base à même capable de récupérer. En tout cas, pas en Algérie. C'est comme ça. Merci Jules. Professeur Jean-Paul Titalom, votre lecture de cette situation, toujours malheureuse. La situation malienne est une situation grave. Donc dont on ne mesure pas les conséquences. Je pense qu'il y avait Emmanuel l'a dit. Quand vous aurez dit les éléments d'appoint que vous donnez, quelques-uns, la gravité de la situation. Oui, la gravité de la situation, c'est le fait qu'il peut avoir un effet de contagion. Ouais. Comme on a dit au Niger, en Mauritanie, en Algérie. En Côte d'Ivoire et même déjà au Niger, ils en ont tellement peur. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place. Je l'ai lu encore hier sur Internet dans le cadre de la préparation d'une émission, qui ont été mises en place pour faire face à une éventuelle contagion de la situation malienne au Niger. Donc c'est pour montrer un tout petit peu la gravité de la chose. Et pour ma part, je me dis, arrêtons un tout petit peu de dire, c'est vrai, il faut condamner les Occidentaux, mais condamnons-nous nous-mêmes. Nous ne savons pas nous prendre en main. Nous ne savons pas aller grouper. Nous ne savons pas décider de notre sort. Et chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par nous-mêmes pour défendre une cause africaine, si je reviens sur le cas de la Libye, il y avait une proposition de l'Union africaine qui a été faite. Mais il y a des chefs d'État qui avaient des positions différentes. Je prends le cas du président Wade, qui le premier a été s'allier à la position, française. Donc je me dis, il y a un problème qui consiste à ce que les Africains ne puissent pas se prendre en main eux-mêmes. Au problème africain, solution africaine. Et ça, nous pouvons y arriver. Okay, je pense que lorsqu'on va parler un tout petit peu de la visite du président Yayi Boni... On va en parler tout à l'heure. On arrive, on achève avec Dr Bob. Parce que l'une des craintes aussi, c'est le feu de terrorisme qui va être implanté au Mali avec l'AQMI.
Parce que les gens parlent de délocalisation d'Al-Qaïda. Ce ne sera pas une délocalisation. Délocalisation, ça veut dire qu'Al-Qaïda va se déporter de l'Afghanistan pour venir. Non, ce sera une antenne. Une antenne pire la plus encore. forte. Parce que le territoire malien est une des antennes les plus fortes. Parce que l'Afghanistan est déjà très miné pour eux. Parce qu'ils pourront pas. Ils garderont toujours une cellule là-bas. Alors l'Afrique va porter Al-Qaïda finalement en bonne base sur son dos. Non, mais c'est le terrorisme qui part de Somalie qui va se retrouver. Alors, Dr Bob, en un mot, cette actualité, je vous vois pensif, inquiet, peut-être inquiet aussi pour l'Afrique, parce que avec cette conclusion de Dr Titalom... Non, quand on me dit inquiet, oui, pessimiste, parce que, écoutez, ça ne s'est pas passé hier, il y a 50, il y a 60 ans, la même chose. C'est quelque chose qui passe en boucle. C'est-à-dire l'histoire, quoi, qui est répétitive. Les mêmes bêtises. Des gens qui sont traités en esclaves, qui n'en sont pas conscients, ça me gêne. Et si nous-mêmes, nous ne pouvons pas savoir quels sont nos problèmes. Je dis nos vrais problèmes, pas ceux supposés, ceux qu'on nous crée. Quels sont nos problèmes? On arrive à chercher la maîtrise, la compréhension et la maîtrise. Pour nous libérer, personne ne viendra le faire. Il est tellement légitime pour les Occidentaux dans le train de vie. Et aujourd'hui, justifié par le niveau de pauvreté croissant de ces pays dont on parle. Ils sont en crise parce qu'il y a eu un sommet la semaine dernière. Je dis bien, la société occidentale traverse en ce moment une crise qu'elle n'a pas connue depuis de nombreuses décennies. Ça veut dire que là où elle allait pensionner certaines peuplades comme les nôtres, elle le fera encore beaucoup plus à la recherche de l'équilibre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce peuple? C'est facile pour nous aussi à notre niveau. Et c'est franchement nous asseoir. Cela, ça nous met au cœur de la situation du Mali et de l'Afrique. C'est vraiment nous asseoir. Hervé a dit tout à l'heure, il y avait des journaux d'opposition dans un pays comme le Cameroun, des journaux qui étaient achetés pour véhiculer. Ça m'intéresse toujours. Bon, c'est parce qu'en fait, on n'a aucun repère. On est perdu. Et c'est-à-dire que quelqu'un même joue contre lui-même. Voilà. Parce qu'il ne sait plus du tout quelle direction prendre. En fait, on est perdu dans ce jeu-là. Et il faut véritablement remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire revenir à la case de départ. Mais Bob, tout le monde n'est pas... Remettre les pendules à l'heure? Oui. Docteur Bob, vous achevez? Attendez, je veux dire que il y a eu une grosse forfaiture dans les années 59-60. Rien n'a jamais véritablement changé. On nous a illusionnés. Oh, les gens tiennent le même discours. Vont commettre des carnages par-ci, par-là, au gré de leurs intérêts du moment. Et poursuivent dans le pays d'à côté. Et continuent un peu la guerre d'Hitler. Oui, vous voyez d'ailleurs les juifs partout. J'ai fini par les voir partout. Et je dis donc, c'est la même chose. Quand on a commencé en Côte d'Ivoire, devant nous on a démarré le Mali et la Libye, on a dit, oh mon Dieu, encore le même discours, dans le même laboratoire, une formule magique. Après... Est-ce que vous pensez qu'il y a des laboratoires qui travaillent pour ça? Je voulais dire que j'avais une idée là-dessus. Intelligentsia. Mais 24 heures sur 24, monsieur. 24 heures sur 24. Hey, dit d'un homme, d'un président de la République qui l'a tiré sur son peuple. Mais ça, c'est une formule magique. Tirer sur des enfants, et on brandit, on dit même qu'il y a beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Est-ce qu'on a le droit de tirer sur des adultes? On a le droit de tirer sur le vieillard? Non. Mais alors, combien de fois des petits-enfants qui sont majoritaires dans les tueries? Ça veut dire que c'est moi j'ai une idée. Oui, Dr Bob, on peut comprendre qu'en réalité, les grands laboratoires de l'instrumentalisation en question, dont vous faites état, se trouvent là-bas
en Occident, peut-être qu'il faut encore poursuivre les pistes. Et Hervé Emmanuel, comme toujours, en restant dans ce sillage, non, mais situation du Mali, et je voudrais que vous puissiez voir, comme vous l'avez si bien fait tout à l'heure, parce qu'il est question du Mali, il est question quelque part aussi de la Guinée-Bissau, qui ça peut encore finir là-bas. Dans le monde qui bouge actuellement, il y a ce qu'on appelle en géopolitique les objectifs à court, moyen et long terme. Dans les objectifs à court terme, il s'agit de prendre des positions. Par exemple, on a trouvé du pétrole au large de la Côte d'Ivoire. Il fallait avoir un pouvoir docile qui ne porte pas atteinte à l'exploitation aux licences de ce pétrole par les entreprises d'un pays bien donné. Et c'est pour ça que vous voyez le Ghana a une position très importante parce qu'on a trouvé le pétrole dans la même zone, mais côté ghanéen, mais qui n'est pas capable, on n'est pas capable de mettre la main. Aujourd'hui, dans ce qui se passe au Mali, ce sont des objectifs à moyen et long terme. À moyen terme, c'est de dire aux Nigériens, pays dans lequel on a trouvé beaucoup de pétrole aussi, beaucoup d'uranium, dont une partie devra être transportée par le Cameroun. Vous vous tenez à carreau, vous ne faites pas, surtout faites pas de vagues, parce que si vous faites des vagues, il va vous arriver aussi à Mali. Donc ça c'est un objectif à moyen terme. Objectif à long terme, c'est de connecter les entreprises terroristes jusqu'au niveau Boko Haram, le chemin de la mer. Alors vous parlez du Nigeria. Parlant du Nigeria, le chemin de la mer et se rapprocher par exemple de la caverne d'Ali Baba que constitue le golfe de Guinée. Et d'où, nous, Camerounais, par exemple, on ne peut pas ne pas être concernés. On est concernés parce que c'est de notre sécurité qu'il s'agit. Le Mali n'est que l'avant-poste. Et je peux vous dire que le déferlement risque de traverser aussi le Burkina Faso, pas dans le sens que les Burkinabés ou le gouvernement burkinabé pense. Parce que vous voyez, il y a un mouvement tectonique qui a commencé et qui risque d'arriver partout. C'est une question centrale pour l'Afrique. Ouais. Il faut que l'Afrique se reprenne et qu'elle commence à se mettre en place des moyens pour sa défense. Des moyens pour sa défense parce qu'on a réussi par exemple à scinder le Soudan. Mais la question n'est pas totalement soldée. Parce que les Américains qui croyaient créer un Soudan du Sud avaient des raisons aussi respectables, n'est-ce pas? Il essaie de voir les Chinois venir faire le hold-up. Vous savez que les Chinois ont réussi à calmer les autres Chinois, le Nord-Soudan, sur les zones de pétrole à Bière. Mais les Chinois ont de l'influence. Donc, c'est une question importante d'unité du Mali et qui va concerner jusqu'à la frontière camerounaise, voire la route de l'océan Atlantique, surtout le golfe de Guinée. Il faut donc que nous regardons cela avec beaucoup de vigilance et intransigeance. Alors, on va peut-être, la réalisation me fait des signes de l'autre côté, on va prendre peut-être une transition ou alors on va continuer sur ce plateau. On va prendre une transition, donc avant de revenir et prendre pratiquement l'un des sujets phares de cette émission Afrique Horizon, deuxième horizon. Après plusieurs années de turbulences politiques, la République centrafricaine retrouve le visage des grands jours. Grâce à un homme aux valeurs républicaines, François Bozizé, il s'appelle. Ses valeurs ne sont autres que la paix, l'unité nationale et la démocratie. La République centrafricaine, dont il est l'homme orchestre et de tous les espoirs, avance aujourd'hui inéluctablement sur le chemin de la paix et de l'unité nationale, dont la finalité est d'instaurer une démocratie véritable, intégrant toutes les parties prenantes à l'action d'édification d'une nouvelle Centrafrique, prête à conjuguer le verbe se développer. La preuve de cette démocratie s'en est manifestée à travers l'élection présidentielle de janvier dernier, avec un taux de participation au-dessus de la moyenne et qui a vu la victoire du président sortant François Bozizé avec plus de 66,08% de suffrages et qui n'avait pour maître mot de campagne relance économique. En effet, la République centrafricaine vit aujourd'hui plus qu'hier des moments fastes de son économie avec un taux de création d'emplois acceptable, des investissements publics et privés récurrents, une dette intérieure résorbée de moitié, des salaires régulièrement payés aux fonctionnaires, des routes en pleine construction. Un sous-sol qui continue d'étonner par des nouvelles découvertes de richesses telles que l'uranium et récemment encore un gisement pétrolier d'une très grande échelle. En d'ailleurs autres richesses connues, l'or, le diamant, la bauxite. Cette relance économique trouve sa place dans la paix et la stabilité retrouvée par le peuple centrafricain qui a de très beaux jours devant lui et qui ne jure que par le travail, source de toute réussite sociale, économique et politique. La Centrafrique, un pays en pleine mutation économique,
sociale et politique dont la paix et l'unité nationale n'ont pas de prix. Afrique Média, l'émission c'est Afrique Horizon. Merci de nous accueillir gentiment, amicalement chez vous ce dimanche. Retour sur ce plateau, c'est la dernière ligne droite. Et nous parlons cette fois-ci de la visite du président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit du Béninois Thomas Yayi-Boni qui s'est rendu en France cette semaine, précisément, c'était mardi, à partir de mardi dernier. Alors, il y a eu prescription là-bas de 3 principes de gouvernance ou alors de politique, nouvelle politique par le président français François Hollande. Bonne gouvernance, croissance et développement économique et stabilité. Hervé Emmanuel Com, vous parliez tout à l'heure de cette situation. Voilà les prescriptions données ou alors les 3 principes énoncés par François Hollande au président en exercice de l'Union africaine au cours de cette visite. Non, là je suis choqué parce que ce qui était valable pour Sarkozy est valable pour Hollande. Il n'a pas de prescription à donner à des États indépendants. Il peut donner des conseils amicaux, mais il n'a pas de prescription. Nous sommes des États souverains. Et dans ce qui me dérange dans la visite du président béninois. Ce sont ses principes, parce qu'il a annoncé quand même une non, il a ses principes à lui, ses principes à lui qu'il doit appliquer à sa politique africaine de la France. Et il ne peut pas nous imposer la manière dont nous devons fonctionner. C'est comme les Allemands ne lui imposent pas la manière dont il doit fonctionner dans leurs relations. Donc je crois que sur le principe... Alors sur les 3 principes là quand même, est-ce qu'on peut... écoutez, sur les 3 principes, le bon sens et la bonne gouvernance, c'est ce que nous souhaitons tous. Autour de ce débat, on peut tarder personne de nous de vouloir le retour à l'obscurantisme. Il faut maintenant... Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème? Parce qu'on remarque quand même que ce soit au Mali, que ce soit toutes les situations africaines que nous avons commentées tout au long de cette émission, font quand même état d'un malaise dans la gouvernance politique et économique. Non, Hubert, si vous nous avez suivi comme vous nous avez invité, Bob Camon a expliqué quelque chose, nous devons nous prendre en charge. Ce qui fait problème, c'est que nous sommes encore des enfants, alors que nous sommes des vieillards pour certains d'entre nous, et que nous nous comportons comme des enfants. Les États africains doivent se prendre en charge. Par exemple, l'opération Épervier au Cameroun, c'est un début de la bonne voie, la bonne gouvernance pour rendre l'argent public à la construction, la réalisation du bien-être social. Ce qui fait problème, c'est que les États du Nord, et surtout les anciens colonisateurs, cessent de nous imposer des gouvernants qui ne viennent pas du peuple. Ce qui fait problème, c'est le fait que les entreprises du Nord viennent exploiter des richesses ici, font de nos pays, 50 ans après les indépendances, que de simples comptoirs et n'investissent pas pour le progrès social. Par exemple, ne transfèrent pas la technologie, n'importe que ce qui est polluant, qui est interdit en Europe. Est-ce que c'est ce que vous voulez donc faire comprendre? C'est ce qui doit changer, c'est ce qui doit changer. Et François Hollande, s'il a envie de faire progresser même l'intérêt de la France, il y va de l'intérêt de la France, il doit aider la nouvelle élite africaine à construire cette autonomie, à devenir des partenaires fiables dans le jeu international. D'abord parce que nous avons des éléments dont ils ont besoin. Nous sommes un marché. Ils ne sont plus un marché. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants bientôt. Alors que l'Europe va vieillir. L'Europe sera... Regardez la France. Moi j'ai habité la France quand la France avait 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France avait ses 63 millions d'habitants et en passe de devenir le pays le plus peuplé puisque les Allemands ils ont un problème de natalité. Alors, vous imaginez si la France devient le premier pays avec un discours qu'on a entendu de Sarkozy, de Marine Le Pen, qui s'était barricadée, alors que la France n'est devenue une grande puissance que grâce à sa dimension universelle africaine et dans les Caraïbes. Alors, ce que nous disons, c'est que la nouvelle politique de la France doit, respecter l'indépendance des États africains, deuxièmement, permettre à l'élite africaine, dont une grande partie est formée en France, de pouvoir réaliser le développement de la démocratie en Afrique. Et quand on aura fait cela, nous devons ensemble construire l'état de droit. Il ne faut pas que la France elle-même viole l'honneur des Africains avec des affaires de mise en examen de nos chefs d'État dans des conditions qui sont contestables. Donc, la nouvelle politique française doit être celle-là. Mais moi, quand je vois des images où... Quelles images? Thomas Boni Yayi, n'est-ce pas, qui est la même génération que Hollande ne prend pas la main, comme s'ils étaient copains, ils allaient à la maternelle. Qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Attendez, il prend comme s'il allait à la maternelle dans la cour de l'Élysée. C'est lui qui prend la main d'Hollande, il embrasse 4 fois.
Ce sont des images qu'il ne faut plus voir. Parce que ce sont des images d'infantilisation de l'Afrique et ce sont des images de vulgarisation de ces relations. Mais pour toi, ça ne symbolise pas l'amitié? Ben, écoutez, moi, si je rencontre les gouvernants français, même s'ils ont été anniversaires avec moi, si je représente les intérêts de mon pays, le Cameroun, j'agis d'abord dans mes intérêts. Et quand on sera dans un bar ou dans un lieu privé, on peut continuer à le faire. Il faut que ça soit des relations objectives. Ah, vous voulez parler de respect? De respect. Et moi, je dis aussi sur l'Union africaine pose problème. Elle n'existe pas quand il faut résoudre les vrais problèmes. Elle existe dans les cours de l'Élysée ou dans les sommets du G20. Ça veut dire en fait que un pays comme le Bénin, au lieu de, avant que son président devienne président de l'Union africaine, il faut que son pays soit un modèle de gouvernance. Vous comprenez? C'est comme si, quand nous étions en conflit... On ne va pas quand même aller dans ce sens-là. Non, ce que je voulais dire... Vous achevez. J'achève. Quand mon pays était en conflit avec le Nigeria, mon pays le Cameroun, j'ai milité dans les organisations pour que jamais le Nigeria n'ait une place aux Nations Unies dans le Conseil de sécurité. Parce que j'estimais qu'un État voyou, et c'était la position, ne pouvait pas occuper ce poste. Il faut aujourd'hui que les dirigeants qui soient à la tête de l'Union africaine soient des exemplaires et se battent pour les problèmes africains. N'aillent pas là-bas pour faire la promotion, de leur propre politique et de leur pays. Ce qui se passe maintenant avec ces Unions africaines ou la CEDEAO, tout ça c'est la vitrine pour les Occidentaux, mais ça ne résout pas les problèmes africains. Aujourd'hui, qu'on s'attaque à la question malienne, qu'on parle des dégâts qui ont eu lieu au Mali, en Libye, à la limite que même le tribunal pénal international vienne voir s'il y a eu des atteintes aux droits de l'homme, des crimes contre l'humanité. Merci Hervé Emmanuel, comment vous comprenez? Gilles Ndiaoué. Et au centre de cette visite aussi, la jeunesse africaine, elle a quand même mal. Oui. De son devenir, à son devenir, je veux dire. Mais quel devenir lorsque nos chefs d'État vont prendre des cours, des leçons? Dans les cours de l'Élysée. Ah, dans la cour de l'Élysée. Quel devenir? Moi, monsieur Com, ici présent, a dit quelque chose de très pertinent. Vous savez, la bonne gouvernance devait être le problème de chaque individu. Devait être un problème citoyen. Ce n'est pas à la France de nous l'imposer. Pourquoi? Parce que, voyez-vous bien, une fois qu'on vous dit bonne gouvernance, on ouvre ici une vanne. Celle de pouvoir dire demain, le petit Théodorine a des appartements à Paris, dont ils ont volé de l'argent. Donc il y a un problème de bonne gouvernance. Alors que nous savons comment est-ce que Obiangema et sa famille sont en train de développer la Guinée. Nous le voyons. Donc, sont matures. C'est comme si tout ce qui s'est passé par le passé ne nous a pas servi de leçon. Alors, à la limite, cette visite, pas de signification? Je la trouve inopportune. Elle est un peu folklorique. Hein. Moi, je la trouve inopportune. Les Africains... Vous n'êtes pas assez sévère, cher monsieur? Non, on n'est pas sévère. Les Africains ont besoin de développer les outils qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Les chefs d'État africains n'ont pas besoin de se pavaner partout en Occident pour apprécier ou alors prendre des cafés avec des chefs d'État des grandes puissances. Non, non, non. Nous avons besoin de nos dirigeants chez nous. Hervé, on revient à vous. Non, je voulais faire une mention. Oui. Je ne sais pas combien a coûté cette visite, parce que la bonne gouvernance, c'est aussi les finances. Au moment où beaucoup de gens ont perdu 92 milliards dans les faux produits d'épargne au Bénin, le président peut y aller, passer de plateau de télévision en plateau de télévision. Je ne lui reproche pas, je sais un homme de qualité, mais je crains que ce soit le folklore. Il faut mettre fin au folklore. Le temps du respect est arrivé. Les chefs d'État des autres pays, dans les autres coins du monde, ne font pas des visites avec un tel folklore. Oui, oui, oui. Je reviens à vous, Gilles, docteur Jean-Paul Titalom. Vous êtes à Poitiers. Et là, vous avez vécu d'ailleurs toute la question de l'élection où le pouvoir a échappé à la droite, aujourd'hui à la gauche. Et c'est cette gauche-là qui aujourd'hui doit organiser les relations France-Afrique. Et c'est pour ça que le président en exercice de l'Union africaine est allé là. Alors, lecture de cette visite, prescription de principe, qu'est-ce que vous y voyez? Bon, déjà la visite en elle-même m'a un tout petit peu choqué parce que c'est comme si c'était une forme d'allégeance qu'il fallait aller faire à la France. Et c'est quelque chose qui est très très propre à l'Afrique francophone. On ne verra jamais le président ghanéen, le président kényan le faire. Je ne sais pas, l'Afrique francophone a un problème
avec la France. Donc, et la question de souveraineté est une question qui revient très souvent. C'était comme une forme d'allégeance. Toutefois, je garde un petit espoir. Vous dénoncez cette allégeance-là? Oui, je dénonce cette allégeance. Comme j'ai un tout petit peu été choqué, hein, excusez le mot peut-être un peu fort, que la première visite du président le président sénégalais Macky Sall ce soir en France. Donc, il aurait pu, sur le plan politique, attendre. Jean-Paul, attention, sa première visite a été en Gambie. Hein. Mais on a parlé que sa première visite sortie du Sénégal, c'est la Gambie. Oui, vous achevez. À mon sens, j'aurais souhaité qu'il attende au moins la fin des élections pour aller, au moins, s'il fallait aller en France, rendre visite au nouveau président élu. Bon, pour moi, c'était comme une forme de remerciement. Je ne sais pas trop. Pourtant, la France n'a pas toujours aidé le Sénégal, à mon sens, comme la plupart des pays africains. Donc, ce que je disais par rapport à l'élection de François Hollande, c'est que je garde un petit espoir dans le sens où j'ai pu comprendre ou lire, j'ai lu que le président Hollande a proposé au président Yahya Boni de préparer, que l'Union africaine prépare une résolution concernant le Mali aux Nations Unies. Oui, tout à fait. Oui, Pour moi, c'est déjà une bonne piste qui consiste à dire prenez-vous en charge vous-même. Absolument. Ce qui n'était pas le cas pour la Libye où c'est la France qui allait proposer la résolution. Qui a bombardé, qui a violé la proposition. Et sans tenir compte des propositions qui ont été faites par l'Union africaine. D'ailleurs, dans ce sens-là, le sommet de la francophonie, en réalité, peut-être sera un cadre pour lancer ces discussions. Sommet qui va se tenir à Kinshasa. Oui, mais Hollande n'y va pas. Hollande n'y va pas. Je pense que oui, docteur. C'est vrai qu'on a un peu spéculé sur la visite de Hollande, en tout cas la présence de Hollande à la francophonie, parce qu'il avait pris un engagement qui ne mettra pied dans aucun pays où le chef de l'État était mal élu. Alors on va aller vers la fin de cette émission. Docteur Bob, la France, l'Afrique. Oui, mais je dis, nous avons quand même des données de l'Union africaine. Comment ça fonctionne, sa constitution de budget à 80% de l'argent des Européens et consorts. Donc, excusez-moi, c'est vraiment une boîte de résonance. C'est parfois inutile de se tromper soi-même. Cette Union africaine... Vous dites c'est une boîte de résonance? Une caisse de résonance. C'est de la voie occidentale. C'est tout. En fait, on ne voit pas à ce jour ce que cette Union africaine ait déjà fait de sérieux. Je dis bien de sérieux. Celui qui venait en aide au budget d'une telle organisation, entre guillemets, c'était Kadhafi, qui faisait voyager certains présidents et tout. Ensuite, l'essentiel de contribution étant la France et tel ou autre pays. Et ça parlait de quoi là-bas? Venez vous aligner derrière moi, chantez la même chanson que moi, donnez l'impression que la France est très très grande. Pourquoi? Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces nouvelles relations, on était là, d'ailleurs ça a été dit la semaine dernière sur cette émission, on était là avec un président qui était un va-en-guerre brutal, et ainsi de suite. Est-ce qu'avec François Hollande, il n'y a pas quand même une modération qui devait arriver pour que la vapeur soit peut-être... Écoutez, monsieur Toundi, moi c'est le fait. Je n'aime pas perdre mon temps dans la conjecture. Il se pourrait que tel est. Moi, le peu que j'ai vécu de la France à ce jour, c'est qu'un changement de régime, en fait, les données économiques sont là, on continue à fonctionner de la meilleure manière possible pour l'intérêt supérieur de la France. Si les Africains avaient aussi des intérêts supérieurs de leur nation, on tendrait à une nouvelle donne entre les individus et entre les États vraiment plus intéressante que ce qu'on a vu jusqu'ici. Merci. Alors, on va prendre juste les dernières interventions. D'abord, on va terminer par Emmanuel Com. D'abord, Jules Diaoué, toujours dans ce dossier qui concerne les nouvelles relations, la nouvelle politique africaine de la France, telle que énoncée au cours de cette visite par François Hollande et d'ailleurs Thomas Yahya Boni. Non, je voulais dire qu'on parle même des natures d'une relation. Parce que quand on prétend incarner une rupture, telle que là, a essayé de nous faire comprendre le président Hollande, que j'ai soutenu
sur ce plateau, la veille des élections, le jour même des élections. Tout à fait. Tel qu'il a essayé de nous faire comprendre qu'il allait se démarquer, il aurait pu aussi commencer, l'acte de démarquage aurait pu commencer par le sens inverse des choses. C'est-à-dire, vous avez un partenaire qui est l'Afrique, qui détient 77% de matières premières, grâce auxquelles le monde entier va devoir survivre. Il aurait pu se déplacer, lui aussi, venir en Afrique, avant même que les chefs d'État africains n'aillent à lui. Venir rencontrer le peuple africain, si effectivement la nature de nos relations allait changer tel qu'ils l'ont promis. Non, je crois que c'est un leurre. On doit... Donc vous pensez qu'on reste toujours dans la relation du maître il serait plutôt préférable que nous nous prenions en charge. Comme je disais tantôt, que nous développions des outils qui vont nous permettre de nous développer nous-mêmes sur le plan économique. Que nous puissions nous-mêmes être une sorte de contrepoids. De contrepoids aux politiques et aux stratégies adverses. Parce qu'aujourd'hui, je les considère comme des adversaires. Merci Jules, on vous comprend. Avec votre fougue de jeunesse, quand vous parlez, on voit votre père, qu'on respecte d'ailleurs. Sa mémoire a traversé le monde. Hervé Manuel comme sur cette... Non, moi je crois que sur le plan de la forme, quelque chose va changer. Quelque chose va changer, il n'y aura plus cette arrogance affichée, le sens unique, la verticalité de la relation. Il y aura quelque chose d'apparence horizontale qui va changer. Mais les deux choses sur lesquelles nous devons attendre les Français qui sont essentielles, la première, c'est que, il faut que la réforme du Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité, ait lieu, et que l'Afrique ait les 2 places au Conseil de sécurité, les places permanentes. La deuxième, très très important, il faut simplement que la France accompagne l'Afrique, la prise en charge de l'Afrique par elle-même, pas son élite. Et aujourd'hui, je crois qu'il serait dangereux, voire mortel, pour un régime français, serait-ce même celui de François Hollande, de continuer avec les manières qu'il y avait. Mais ceci me dit maintenant, il ne faut pas demander à François Hollande de ne pas soutenir les entreprises françaises qui viennent faire de la valeur ajoutée en Afrique sans contrepartie. C'est à nous d'avoir une politique, par exemple, sur les APE et dire, voilà le point de rupture ou la barrière qu'il ne faut pas franchir. Donc je crois qu'il faut continuer à avoir ces relations, mais l'Afrique elle-même, pour se faire respecter, doit s'unir, faire sa révolution, avoir des hommes compétents là où il faut et des interlocuteurs valables, et c'est ce que fait le folklore. Et quand vous l'aurez dit, stop et fin donc pour cette émission qu'on va comme ça clôturer, naturellement avec ce livre que je vous présente. Il s'agit de l'anti-marketing. C'est une production de Dr Bob Ngamwe qui est ici avec nous sur ce plateau. Dr Bob, l'anti-marketing, vous êtes allé chercher loin. Au lieu de faire le marketing, vous avez fait dans l'anti-marketing. C'est en un mot pour... simplement parce que le Cameroun m'en a donné l'occasion. Et j'ai voulu tout simplement remettre certains des jeunes collègues à l'école, c'est-à-dire qui n'amputent pas intellectuellement, de plus la jeunesse camerounaise, dans un domaine qu'ils connaissaient très très mal, restituer des choses, partir du faux pour construire du vrai. Merci bien. Non mais c'est dommage qu'on n'ait pas une émission sur Bob, parce que j'ai une occasion d'en profiter. Oui, Hervé Manuel, c'est une des plus grandes fiertés entrepreneuriales de notre pays dans un domaine de la connaissance du savoir. Il faut l'encourager et que l'Afrique prenne le modèle sur lui, parce que créer l'entreprise dans l'université et réussir comme il a réussi, chapeau Bob. Merci bien quand vous l'aurez dit. Donc, cette émission s'achève. Merci, cher monsieur, d'être venu, de nous avoir fait l'amitié de venir sur cette tribune Afrique Horizon, sur Afrique Média. Afrique Média, madame, monsieur, c'est sur satellite et c'est partout dans le monde. L'information, c'est en continu. Merci une fois de plus de nous avoir suivis ce dimanche. Dimanche prochain, prenez rendez-vous lorsqu'il sera 13h top pile. Ce sera un autre rendez-vous, 3e horizon d'Afrique Horizon. D'ici là, bonne écoute, ou alors bon regard sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Je salue mon ami qui se trouve en Côte d'Ivoire.